Madame, Monsieur, bon après-midi et bienvenue à cette autre livraison de tous azimuts sur la télévision du monde. Ce samedi encore, nous ferons le point de l'actualité en votre compagnie et avec vous, nous ne manquerons pas de décrypter ce qui aura considérablement marqué cette semaine qui s'achève. Et parmi les sujets retenus, pour être débattus encore sur la table, la démission de Cyril Sambaka. Jusque-là, premier vice-président de l'Union démocratique du Cameroun, cet acteur politique a été lâchement renversé puisqu'il devrait occuper la place du président défunt à la suite de la disparition du docteur Adamou Damdjoya. Seulement, Cyril Sambaka n'a pas pu accéder à la tête de cette formation politique et pour cause, l'épouse du défunt trône désormais comme le patron en chef de cette formation politique de l'opposition. Qu'est-ce qui peut justifier le départ de Cyril Sambaka? La question fera l'objet du débat cet après-midi. Élections régionales, les collèges électoraux convoqués pour le 6 décembre 2020 prochain. Le chef de l'État, Paul Biya, a donc mis un terme aux supputations qui allaient bon train autour de ces élections régionales. La mise en route prochaine de la décentralisation effective est donc définitivement sur les rails et Paul Biya entend pouvoir ainsi remplir son devoir et sa promesse vis-à-vis de la Constitution et même du peuple camerounais. Toujours dans l'actualité, crise anglophone après le décès d'un officier de police, mais également une vague de tension dans le nord-ouest du Cameroun. Les éléments de force de défense et de sécurité ont décidé d'un assaut. Un assaut contre les rebelles sécessionnistes et depuis quelques jours, des opérations de ratissage en cours à Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun. Que peuvent attendre les populations des opérations de ratissage? Est-ce une tentative de radicaliser davantage ces sécessionnistes alors qu'on attend davantage de ces derniers qu'ils déposent purement et simplement les armes? Et puis, cette semaine également, on ne manquera pas de parler de la fraude au baccalauréat. On se souvient qu'il y a quelques jours, 5 présumés coupables avaient été mis derrière les barreaux après une montée en puissance de revendications et même d'interpellations et même d'indignation. On a vu 2 d'entre eux être libérés, parmi eux le jeune Kevin Gassam, dont l'arrestation avait soulevé un tollé général à travers le pays. On parlait alors du non-respect des droits de l'homme. Et comme bonne nouvelle, le jeune Kevin Gassam, qui est donc impliqué dans le cadre de cette fraude au baccalauréat, a tout de même obtenu son examen pour cette année scolaire 2019-2020. On en parlera également dans le cadre de cette émission de tous azimuts sur la télévision du monde. Mesdames, Messieurs, vous le savez, l'émission se veut être interactive. Nous vous invitons à nous écrire à travers le 6 99 57 30 26 6 99 57 30 26 ou alors écrivez-nous à partir de notre page Facebook LTM TV officielle. LTM TV officiel sur Facebook et vous pourrez d'ailleurs vivre l'émission en streaming, en live et nous vous invitons également à nous écrire à travers cette plateforme d'accès. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, la présentation du panel qui va nous accompagner 2 heures d'échange sur la télévision du monde. Des invités triés sur le volet, parmi lesquels un acteur politique, hier encore, peut-être acteur au sein de l'UDC. Aujourd'hui, il est un acteur libre de tout engagement politique vis-à-vis d'une formation politique, mais il reste tout de même sous le chapelle ou sous le champ politique. Lui, c'est Paul Eyoum. Bon après-midi. Bon après-midi, Frédéric Moutomé. Bon après-midi à tous mes copanélistes et à vos millions de téléspectateurs. Merci à vous, M. Paul Eyoum, de nous accompagner dans le cadre de ce débat. Juste à votre droite, vous retrouverez un représentant du Social Democratic Front, le principal parti politique de l'opposition, être représenté par Gabriel Gomsi. Bon après-midi. Bon après-midi, Frédéric. Encore une fois de plus, c'est un plaisir pour moi d'être ici, afin de discuter de l'actualité et de partager avec de nombreux spectateurs les faits qui sont nationaux. Merci à vous. Autre acteur à nous accompagner cet après-midi sur la télévision du monde, il nous vient, ou alors, j'ai envie de dire, elle nous vient
d'une formation politique la plus représentative sur la scène nationale, le RDPC. Honorable Marlise Doualabel est avec nous, elle est à notre droite et elle va donc représenter le parti de la Flamme Ardente. Honorable Marlise Doualabel, bon après-midi à vous. Merci Frédéric et bonsoir à mes copanélistes. Je suis heureuse d'être là et de passer un moment avec vous et avec les nombreux téléspectateurs de la télévision du monde. J'espère qu'ils trouveront un intérêt à nous suivre. Il y a toujours un intérêt à suivre des acteurs de l'acteur politique tels que vous, qui avez déjà bénéficié bien évidemment de la confiance des populations à la base. Un autre acteur qui va nous accompagner cet après-midi, il n'est pas dans le champ politique, il est dans un autre champ, mais il tient également à donner un point de vue sur la bonne conduite des affaires de la cité. Dr Ayok, c'est son nom. Bon après-midi à vous, Dr Ayok. Merci et merci pour LTM parce que ça fait un bon bout de temps, 3 ans je crois, que je ne suis pas arrivé ici, mais il y a 3 ans j'étais très fréquent. Bah oui, vous vouliez à ce moment-là donner votre point de vue régulièrement. Oui, je voudrais pouvoir venir très souvent à Douala pour pouvoir donner mon point de vue, mais je voudrais saluer tous les téléspectateurs et les copanélistes qui sont avec nous en ce moment dans LTM. Merci à vous, Dr Ayok. On va ouvrir avec la première thématique, c'est le zapping. Pour cette fois-ci, on fera une exception à la règle, puisque la tradition voudrait que dans le zapping, chacun de vous prenne un tour de parole, mais au regard de l'actualité, on en fera 2. Et permettez que nous puissions ouvrir avec Paul Youm, qui connaît un rayon autour de l'actualité sur l'UDC et Sirissa Mbaka. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui, Paul Youm, que Sirissa Mbaka quitte ou claque la porte, j'ai envie de dire, jette l'éponge au sein de l'UDC? La première chose que je voudrais dire, c'est que M. Sirissa Mbaka ne jette pas l'éponge. Il claque plutôt la porte de l'UDC parce que jeter l'éponge, c'est renoncer aux enseignements qu'il a reçus pendant 29 ans dans ce parti. Donc, il a été président du comité de quartier, président du comité d'arrondissement, président du comité départemental, membre du bureau régional, secrétaire national de communication, secrétaire national d'implantation du parti, 2e vice-président et 1er vice-président pendant plus de 10 ans. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a eu au sein de l'UDC une irrégularité, une illégalité qui s'est installée. Et le président Sirissa Mbaka a jugé fort de cette expérience, fort de cet apprentissage de 29 ans, qu'il n'était pas question de bafouer toutes ses convictions pendant toutes ces années-là. Premièrement, vous savez qu'il y a eu une réunion à Fumban le 25 avril où des membres du bureau politique et tous quasiment installés dans le NUN ont organisé une réunion pour désigner Mme Tomeno Patricia Hermine présidente élue. Certains vont parler de présidente léguée. Vous allez comprendre plus tard, étant donné qu'il s'agit de l'épouse du feu docteur Adamou Damdjoura. Ils ont désigné comme président du parti en violation des articles 33, 34 et 41 des statuts du l'UDC qui sont clairs. À l'article 33, alinéa 1 et alinéa 5, qui stipule clairement qu'en cas d'empêchement du président national, c'est l'un des vice-présidents par ordre de préséance qui le remplace. Et donc, le premier vice-président devait remplacer le président national. À l'alinéa 5, c'est le président, c'est-à-dire le premier vice-président national qui convoque la convention nationale extraordinaire ou ordinaire selon le timing extraordinaire pour que la convention élise le président du parti. Malheureusement, cette disposition a été bafouée. Deuxièmement, l'UDC, il remet l'UDC dans la légalité. Pourquoi? Parce que à l'instant où je vous parle, les listes de l'UDC risquent d'être rejetées au régional parce que sur le plan légal, c'était le président statutaire, M. Sirissa Mbaka, qui devait valider. Maintenant qu'il a démissionné, le deuxième vice-président a démissionné, le troisième vice-président, lui aussi, il a démissionné. Tous ont démissionné. Il faut donc que l'UDC ait une convention pour élire un président, sinon ces dossiers seront rejetés. Il a donné la possibilité à l'UDC de revenir dans les gars. Permettez-moi de continuer sur d'autres points. Le troisième élément, c'est que le monsieur Sirissa Mbaka, il a beaucoup appris le docteur Adamou Damdjoura par respect pour sa mémoire, par respect même pour sa veuve. Il a préféré ne pas entrer dans ce genre de conflit parce que si le président Sirissa Mbaka avait apporté ce dossier au MINAT, Dieu seul sait ce qu'il en serait aujourd'hui. Comme on a vu d'autres partis qui ont été saucissonnés, le président Sirissa Mbaka n'a pas voulu créer cette session. Il a préféré prendre sur lui
comme le grand homme qu'il est, il a préféré se retirer et aller avec ses enseignements pour avoir une autre option politique. Maurice Bonabel, est-ce comme ça que vous comprenez la chose ou simplement que malheureusement Cyril Sambaka n'a pas pu faire le poids face à l'honorable Patricia Toumani Ndamdjéa? Moi, je me mettrais sur une posture plus globale. Je me méfie et je me méfierai toujours des partis politiques qui sont organisés autour de l'ethnie, autour d'un groupe sociologique bien déterminé. Et j'ai souvent discuté avec le président Sambaka et j'étais un peu offusquée de voir que l'UDC l'utilisait juste comme un faire-valoir. Et il me rassurait tout le temps en me disant mais non, c'est pas du tout ça, c'est une question d'électorat. Si tous les députés de l'UDC sont Bamoun, c'est simplement parce que le vivier militant du côté du Moun est composé de Bamoun, donc c'est un peu normal. Mais moi je trouvais ça vicié parce que ce n'est pas une explication suffisante. Comme nous sommes tous en train de bâtir une nation, en train d'avancer sur la citoyenneté camerounaise, il faut que les partis prennent sur eux de montrer l'exemple et d'afficher des signes qui rassurent. Et là, moi, l'UDC, les membres de l'UDC m'excuseront, mais j'ai toujours pensé que ça manquait de crédibilité de voir des organisations aussi monocolores. Vous comprenez un peu. Donc je ne suis pas du tout surprise par ce qui arrive et c'est normal que le président Sambaka se soit démarqué de cette façon de faire qui est loin d'être démocratique. Parce que quand on entend les partis politiques faire des reproches au RDPC, ils mettent toujours en avant que le RDPC n'est pas démocratique, ils n'arrivent pas à mettre en place la démocratie. Mais comment donc eux, qui ont ce genre de récrimination concernant le RDPC, ne sont pas capables de gérer la démocratie au sein même de leur parti politique? Est-ce que c'est rassurant? C'est pas rassurant. Si jamais ils doivent prendre la conduite des affaires au Cameroun, il y aurait de quoi s'inquiéter. Fallait-il se retirer pour sauver les meubles dans l'UDC ou alors il fallait affronter les textes, les mettre en exergue pour pouvoir faire passer le message? Non, disons que Cyril Sambaka était une figure de proue pour l'UDC. C'est dommage qu'en réalité, ce qui est mis en question ici, c'est que l'UDC est à l'épreuve de la démocratie. C'est-à-dire qu'on comprend un peu mal. Cyril Sambaka représentait l'ouverture. Il représentait le moment d'ouverture dans ce parti qui est, comme disait tout à l'heure le roi, qui est essentiellement basé dans un seul département. Il faut le dire clairement. Donc Cyril Sambaka était l'ouverture que le président Adama Ndamdjéa voulait bien prôner. Maintenant que le président est parti, Cyril s'est trouvé immédiatement en difficulté, il faut le dire, parce que le parti s'est regroupé autour de la tribu. Et évidemment, Cyril, en tant que premier vice-président, ne maîtrisait plus rien, puisqu'il a réussi à faire des réunions sans lui, au point de désigner le poste du chef comme le nouveau chef. C'est des choses qui sont effroyablement inacceptables dans le domaine politique qu'on veut construire aujourd'hui. C'est beaucoup déplorable, parce que là, il faut appeler, même il faut interroger que tout le peuple camerounais et en particulier même les Bamoun doivent s'interroger. Qu'est-ce qu'ils veulent pour le Cameroun? Est-ce qu'on doit construire la nation avec toujours des micros, des partis ethniques? On ne peut pas s'en sortir avec de tels phénomènes. C'est pour ça qu'il faut saluer, c'est-à-dire qu'il faut saluer des grands partis comme le SDF qui a réussi à sortir complètement
de ce genre de carcan-là pour instaurer une démocratie nouvelle au Cameroun. Alors, Dr York, doit-on pouvoir dire que l'UDC, comme plusieurs autres partis politiques, est face à l'épreuve de la démocratie? On veut prendre la démocratie, mais on a du mal à l'implémenter à l'intérieur. Oui, je voudrais intervenir ici pour dire qu'il faut plusieurs partis politiques au Cameroun, même des partis ethniques. En plusieurs types. Il faut plusieurs partis. On a 200 ou 300, c'est bon. Et je dis encore, c'est encore mieux que même dans ces partis, les 300 là, qu'il y ait des partis ethniques. Pourquoi est-ce qu'on veut bloquer les gens? Pourquoi est-ce que lorsqu'on est dans un milieu comme celui-là, les gens ne doivent pas dire le contraire de ce que nous on pense? Ils peuvent dire le contraire, ils ont le droit de dire le contraire. Et malheureusement, les autres font comme si on connaît déjà ce qu'il va dire, il faut le bloquer. Non, il faut le laisser parler. Les Camerounais ne s'écoutent pas. Et c'est dommage qu'ils ne s'écoutent pas. Il faut que les Camerounais apprennent à s'écouter d'abord. La deuxième chose, c'est que lorsque tu as choisi un parti politique, mais il y a des conséquences que tu dois assumer, que tu dois accepter d'assumer. Je suis de RDPC, je suis de SDF, je suis de l'UDC. Il y a un prix à payer. Quand quelqu'un vient, il mâche sa langue dans... C'est un prix à payer. On lui a dit de mâcher sa langue, il mâche sa langue. Mais c'est dommage. Il faut que les gens sachent que ce Cameroun, il faut la paix. Que tu sois de l'UDC, de RDPC, il faut que tu ramènes la paix. Et ça, c'est incontournable, la paix. Quel que soit ce que les gens disent. D'ailleurs, il faut écouter les autres. Et qu'ils disent des bêtises. Pendant qu'ils disent les bêtises, c'est en ce moment que tu notes ces bêtises-là et que tu peux le contrer. S'ils ne parlent même pas, tu ne vas pas pouvoir le contrer. Qu'ils parlent. Et en ce moment-là, toi, tu notes. Tu le respectes. Et qu'ils disent même toutes les sottises que toi, tu supposes que c'est des sottises. Et puis, tu vas le contrer. Parce que quand ton tour va venir, il faut apprendre à écouter l'autre. Et c'est ce que je peux dire. Alors, il faut écouter l'autre. Mais en même temps, est-ce qu'on peut considérer que l'UDC n'a pas pu faire son deuil et que malheureusement, après le décès d'Adamou Damdjoya, on était au bord du précipice, ou même, si vous me permettez, dans le précipice? Ce que je voudrais dire, c'est que un mois après le décès du président fondateur de l'UDC, Dr Adamou Damdjoya, j'ai interpellé le président Cyril Sambaka. Je lui ai dit, cela fait déjà un mois que le fondateur est décédé. Il faudrait peut-être déjà convoquer les membres du bureau politique pour avoir la réunion qui va convoquer celle de la convention nationale. Il m'a dit qu'il était encore en deuil, et effectivement il était encore en deuil. À peine quelques jours plus tard, la personne dont on aurait pu croire qu'elle serait le plus endeuillée, c'est elle qui nous a montré qu'en réalité, elle était peut-être la moins touchée par rapport à celui qui était... Non, je veux, monsieur Moutoumé, vous m'avez appelé, laissez-moi m'exprimer, qui, de manière surprenante, a plutôt organisé une réunion Méli-Mélo. Alors j'ai une question. Oui. Quelle est la stature politique de Mme Tomaino? Madame Tomaino, elle est une parti? militante de l'UDC, elle a fait ses classes, ce qu'il faut lui reconnaître. Elle est secrétaire nationale, je crois, aux droits de l'homme dans le parti, mais sur le plan politique, elle est en dessous du premier vice-président, du deuxième, du troisième et de bien d'autres. Et ce qui s'est passé, pourquoi aujourd'hui on parle, est-ce que l'UDC est un parti conjugal? Parce que Mme Tomaino Damdjoya a dit hier, dans ses propos qui sont en train de faire le buzz sur les réseaux sociaux, que le parti a été créé par son mari. Parce que pour nous, la dernière convention qui a eu lieu en 2016, il y a eu les articles dont j'ai fait mention ici tout à l'heure, les articles 33 notamment. Ces articles ont été introduits à la dernière convention justement parce qu'il fallait déjà préparer la sortie du docteur Adamou Damdjoya. Donc logiquement dans les tests, il avait déjà choisi son successeur qui était son premier vice-président. Madame Damdjoya et son épouse,
on ne sait pas si elle a confondu le parti aux biens sociaux de leur mariage. Vous avez ensuite, personne dans le nous ne s'est indigné. On s'est posé la question, est-ce un parti villageois? Vous vous posez ensuite la troisième question. Est-ce que c'est un parti villageois? Non, mais je vous pose la question. Je n'ai pas encore répondu. Je suis en train de dénoncer un certain nombre d'éléments. Oui. Monsieur Ngomsi a dit tout à l'heure, et l'honorable, que l'UDC est aussi son bastion, c'est dans le nous. Donc c'est un parti. Comment vous pensez qu'un monsieur comme Cyril Sambaka, d'un statut national et même international, quelqu'un qui a vécu la tripartite, qui était là au moment où il y a eu les élections de 92, pas la présidentielle, c'est-à-dire l'Union pour le changement des Dr Adamou Dandoua, qui était là au moment où le Dr Adamou Dandoua était désigné comme président de la coalition en 2004, même quand le SDF est sorti par la fenêtre, qui était là quand il y avait tous ces moments historiques, parce que vous savez, c'est la tripartite qui amène la révision constitutionnelle 87. Voyez-vous, pensez-vous que M. Cyril Sambaka puisse rester dans un parti que d'autres veulent conjugal, villageois et départemental? Ce n'est pas possible. Il fallait bien qu'il quitte de là pour dire que je ne peux pas marcher dans ce genre de plan. Aujourd'hui, les militants de l'UDC, les cadres ont décidé que ça va être le parti ethnique et nous avons décidé, moi je m'appelle Youm, il s'appelle Sambaka, nous ne sommes ni Njoya, ni Ndam, ni Aïdjo, ni Mongwat, nous avons décidé, comme on ne veut pas de nous, parce que de manière explicite, on nous a expulsés du parti. En agissant ainsi, nous avons chassé. Oui, c'est mieux. Nous avons chassé. Bien, on nous a mis à la porte. C'est ce qu'on a fait. On a profité. Donc, pas seulement nous, tous les autres militants. Non, vous n'avez pas démissionné. Nous avons tous. On vous a chassé. Non, quand on dit la démission, non, quand on dit chasser en politique, c'est-à-dire on vous a mis à l'étroit dans une situation où vous vous sentez à l'étroit. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est sauver votre dignité par la démission. Et c'est ce que nous avons fait. Merci. Alors, Cyril Sambaka n'a pas été chassé, c'est ce qu'il n'a pas démissionné, il a été chassé parce qu'il y avait trois, il n'avait plus la possibilité de manœuvrer au sein de la formation politique. Mais devrait-on arriver à des scènes ou à des situations comme celle-là où un acteur politique de pouvoir, de haut niveau dans une formation politique, notamment de l'opposition, soit mis à l'étroit, doit-on dire que finalement notre opposition est mal barrée, mal partie? Bon, c'est dommage, on est obligé de revenir au texte. Que disent les textes de l'UDC? Le premier vice-président prend la place. Il nous a voilà. Donc il y a eu non-respect des textes. Ça veut dire que... Et s'il y a eu non-respect des textes et que cela ne dérange pas grand monde et que le parti continue, ça veut dire que c'est un parti qui n'obéit pas à ses propres règles. Alors, comment ce parti peut-il obéir aux règles de la nation? Donc, je suis peiné pour M. Sambaka. Heureusement pour lui, il a côtoyé un homme de valeur et il a forcément appris. Il a également donné à ce parti politique. Si la mission doit s'arrêter là pour qu'il emprunte un autre chemin, je pense que si l'heure était arrivée, c'était normal. Vous avez vu tendre la main, on a vu lu sur les réseaux sociaux que le RDPC est déjà en train de faire de beaux yeux doux à Cyril Sambaka pour pouvoir l'avoir dans ses rangs. Le RDPC est preneur de tout ce qui est valeur. Maintenant, c'est à M. Sambaka de rassurer le RDPC qu'il est capable d'adopter la vision qui est la nôtre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis en train de... La réponse est vraiment ma question. Je suis en train de dire, il m'a demandé, il m'a dit qu'il entend dire que le RDPC fait déjà des yeux doux à c'est une valeur sûre de la classe politique. Et je réagis pour dire que le RDPC est preneur de tout ce qui est valeur. À condition que ces personnes qui ont de la valeur adhèrent à la vision et au programme du RDPC. Donc nous n'allons pas le prendre simplement parce qu'il a de la valeur, mais il va nous intéresser s'il est capable d'adhérer aux valeurs, aux principes, aux règles du RDPC. Alors, Cyril Sambaka se dit être prêt à accompagner la classe politique de l'opposition et qu'il est disponible pour toute offre. Le SDF
entend faire de Siri Sambaka un probable acteur dans ses rangs? C'est l'une des missions d'un parti politique responsable est le recrutement. Un parti politique qui veut grandir et qui veut asseoir sa autorité recrute tous les jours. Donc le SDF ne saurait fermer les portes à quelqu'un qui est aussi pétri d'expérience comme Cyril. Je vais revenir un peu sur ce problème. En vérité, nous n'avons pas l'impression que c'est aujourd'hui que ce fruit est en train de pourrir. Non, le verre dans le fruit depuis. C'est-à-dire que nous n'avons pas l'impression que le responsable de cette situation, il faut le dire, c'est Nier qui est en train de germer. Quand Damjoa, déjà, en même temps, mais son épouse est députée dans le même parti. Ça montre clairement. Quand lui n'est plus maire, son épouse abandonne le poste de député pour revenir pour gérer la mairie. Donc, ça montre en réalité que Ndamjoa lui-même déjà avait déjà mis les gènes tribales de son parti. Donc, en fait, Cyril était comme un instrument qu'on utilisait pour faire valoir pour l'ouverture de l'UDC. Ça, c'est clair, c'est ce qu'il faut dire clairement. Donc, nous ne voulons pas faire comme si Ndamjoa était un seul qui a dirigé et après sa mort, on a des problèmes. Mais tous ces problèmes, c'est lui, la cause de ces problèmes qu'il faut dire. Alors, pour sortir cette problématique, on va donner un dernier mot à Paul Eyou. On dit qu'un bon joueur ne manque pas d'équipe. Ce serait peut-être le cas pour Siri Sambaka dans les jours à venir. Je voudrais revenir sur l'aspect tribal des partis. Le docteur Damjoya a pris sa fin. Mais on a vu beaucoup de partis avec les épouses. Tu ne peux pas être marié et ton épouse est ailleurs. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous avez des points de vue différents. C'est aussi sur le plan politique. Ça veut dire que vous avez des points de vue différents. Moi, je suis pasteur, je suis de l'église. Et en plus de ça, je suis un scientifique. J'ai les deux casquettes. Comme vous me voyez. Je suis scientifique, je suis de l'IRAD, retraité de l'IRAD. Et j'ai enseigné à l'université. Donc, je dis encore, dans les partis politiques, les femmes ont toujours milité quand elles s'entendent avec son mari. Elles ont toujours milité avec leur mari dans le même parti. Ma maman a milité dans le même parti que mon papa. Je les voyais, j'étais tout petit, mais je les voyais courir à gauche et à droite dans les meetings de leur parti. Mais ça n'a pas posé de problème. Pourquoi ça doit poser des problèmes aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il y a des choses derrière que les gens ne veulent pas dire. Mais sinon, c'est tout à fait normal que Adamou Damjoya et sa femme soient dans l'UDC. C'est tout à fait normal. Maintenant, si il y a des textes, il faut respecter les textes. Nous avons un devoir de respect de ce que nous éditons nous-mêmes. Mais je ne peux pas, quelqu'un ne peut pas me sortir le livre que j'ai sorti. Il dit que c'est toi qui as écrit ça et je dis non, ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas normal. Il faut être responsable de ce que tu fais. Si tu as fait les textes, il faut respecter ces textes. Et c'est le non-respect des textes qui pose des problèmes. Alors, on va sortir cette problématique. Siri Sambaka va prendre un temps de repos ou alors il se met directement en selle. On entend également à travers les réseaux sociaux des perspectives pour le PCN, l'AFP. Concrètement, il s'agit de quoi? Je vous lis son dernier paragraphe de sa déclaration solennelle où vous aurez la réponse. Cette mise au point était nécessaire pour que chacun et chacune d'entre vous sache désormais à quoi s'en tenir. Nous sommes en concertation avec d'autres camarades, d'autres partis politiques et certaines associations de la société civile pour une mutualisation des forces afin d'avoir un parti à vocation nationale et internationale où sont exaltées les valeurs de dialogue,
de démocratie, de la République, du patriotisme, de la légalité et de la légitimité, ainsi que de l'éthique comme des points focaux de la vie et de l'action politique. La réponse à son avenir politique se trouve dans ces Donc on peut dire que si on le rappelle à la tête de l'UDC, il ne partira pas. Vous ne pouvez pas démissionner d'un parti et repartir. On a vu des gens qu'on a rappelés qui sont revenus. Comme qui par exemple? Je ne dirai pas le nom ici. Non, mais moi je n'en connais pas, c'est pour ça que je pose la question. Je vous dis que le président Sambaka, il a dit une chose, ceux qui sont à l'UDC actuellement, qui trouveront qu'il est dans la bonne ligne. Parce qu'il quitte l'UDC avec la doctrine de l'UDC qu'il a apprise. C'est la même chose qu'il va amener ailleurs. Ceux de l'UDC qui pensent que c'est cette doctrine-là qui est bonne à défendre, qui le suivront. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'avoir contribué, donné votre point de vue à cette première thématique développée dans le cadre de ce programme tous les azimuts de ce samedi. Et avec votre permission, on va dérouler la deuxième thématique, notamment sur la sellette. Elle porte essentiellement sur les élections régionales. Les collèges électoraux sont convoqués depuis quelques jours par le chef de l'État, Paul Biya, et ce scrutin-là, elle va se tenir le 6 décembre 2020 prochain. Une bonne nouvelle qui a d'ailleurs rassuré les acteurs de la classe politique dans leur ensemble. Ces acteurs étaient dans la spéculation totale. Certains pensaient d'ailleurs que ces élections pourraient être tenues en 2021. Maurice Dolabert, Paul Biya surprend encore plus d'un avec la convocation des collèges électoraux pour ces élections régionales qui étaient encore attendues pour le parachèvement du processus de la décentralisation. Ne sont surpris que les personnes qui ne sont pas attentives. Comment ça? Mais parce que la décentralisation est une résolution forte du grand dialogue. Il fallait l'implémenter et l'accélérer afin que tous les maillons de la chaîne soient en place. D'accord? Donc, attendre 2021, ça pouvait être une option, mais je pense que le président de la République a très envie de terminer avec ces résolutions de manière à ce que chaque région entre dans, j'allais dire, l'autonomie. Nous avons besoin de cette autonomie. L'État central n'a plus tous les moyens de résoudre les problèmes et de satisfaire les attentes des populations. Alors, ce que va faire cette décentralisation, c'est la proximité et également la cohérence dans la mise en place des programmes censés répondre aux aspirations ou aux attentes de qualité de vie, aux attentes de l'épanouissement des populations. Donc moi je suis très heureuse et je pense que c'est une bonne chose qu'on en soit arrivé là, et je voudrais simplement espérer que tous les partis républicains vont accompagner ce processus, même s'ils ne sont pas candidats, même s'ils ne sont pas électeurs, mais accompagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord croire en ce que c'est une étape importante de l'évolution de notre démocratie, et deuxièmement donc ne pas jouer les freins pour faire en sorte que cette élection soit entachée d'irrégularité ou des choses regrettables. Donc, mais maintenant il y a aussi ceux qui ne sont pas d'accord. Comme disait le docteur Eyop, il faut écouter tout le monde. Et nous avons entendu la voix de ceux qui ne sont pas d'accord. Et je voudrais espérer que pour le bien du Cameroun et pour le bien de tous, ils vont revoir leur stratégie, parce que celle qu'ils semblent avoir adoptée ne me paraît pas être dans la logique de la construction d'un pays viable. Alors, Paul Biya se met dans la logique de la construction du Cameroun en appelant ces collèges électoraux pour ces élections régionales. Elles étaient attendues, elles étaient pratiquement envisagées, même si on peut regretter ou on peut questionner le calendrier électoral. Il reste que c'est une bonne action qui est ainsi mise en route. Ce que je voudrais déjà faire comme petit ajustement sur les propos de l'honorable Maurice Bey, c'est que ce n'est pas le grand dialogue qui a donné la décentralisation, c'est la modification constitutionnelle de 96 qui donne la décentralisation. Le grand dialogue, lui, a plutôt donné le code général sur les collectivités décentralisées. Dès cet instant où nous sommes sortis du grand dialogue avec ce code qui parlait des textes de 96 sur les régions,
il était clair qu'on devait passer aux régions. Seuls ceux qui font dans la politique fiction peuvent être surpris. C'est pour dire que... Il y en a qui font de la politique fiction. Oui, bien sûr. Vous savez, il y a ceux qui sont dans ce que j'appelle le Jumanji politique. Ils ont le monde politique à part, où ils ont leur réalité là-bas, qui ne sont pas celles sur le terrain. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la décision du président de la République est de convoquer le collège électoral entre en ligne droite avec même le calendrier électoral. Parce que nous avons eu les municipales et les législatives en février dernier. Il était donc logique que la dernière institution qui cadre à mettre en place, ce sont les régions. Et aujourd'hui, les régions sont là. Et quand je dis sont là, on a convoqué, doivent être là. Parce qu'il faut parachever le processus de décentralisation. Même si ce que nous décrions, c'est que nous ne savons pas encore le contenu exact qui va dans ces régions. La loi ne définit pas les moyens, ça ne définit que les sources, mais pas les moyens qui seront mis à la disposition des conseils régionaux. La loi ne définit pas le bicéphalisme qu'on craint entre les services déconcentrés du gouverneur qui vont rester et le bureau régional qui sera mis en place. La loi ne dit pas clairement qu'un chef traditionnel ne peut pas être président des régions parce que nous ne voulions pas, dans l'esprit de la Constitution de 96, née de la tripartite, les chefs traditionnels sont censés avoir une chambre des chefs au sein du conseil régional. Cette chambre est là pourquoi? Parce que ça permet aux chefs de sauvegarder les us et coutumes de la région. Ils travaillent avec le conseil régional et aussi les sénateurs qui, eux, sont au-dessus au niveau de la République parce que les régions, c'est pour la région, mais le Sénat, c'est pour la République. Et les sénateurs, au moment où ils votent les lois, ils travaillent avec la région parce que les chefs doivent s'assurer que les lois de la République sont en conformité avec les us et les coutumes de la région. Malheureusement, la loi est floue dessus, elle ne dit rien. Et on a peur, notre crainte, c'est que des chefs traditionnels qui doivent être les gardiens de la tradition se retrouvent à faire de la politique et ça va créer un désordre total. Il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Par ailleurs, toujours au niveau des chefs traditionnels, l'autre souci qu'il y a, c'est au niveau de la désignation d'un certain nombre de chefs. Parce que vous savez, il y a la polémique aujourd'hui. Je tiens déjà à dire à ceux que j'ai vu certains chefs aller candidatement, tous les chefs de 3e degré ne sont pas éligibles à l'élection régionale. Il faut qu'ils le sachent. Tout le monde et tous les chefs 1er, 2e, 3e degré sont électeurs, mais ceux qui sont éligibles, ce sont les chefs de 1er et de 2e degré uniquement. Donc il ne faudrait pas que les gens viennent commencer à faire de la politique au lieu de garder les traditions. L'autre problème que vous avez toujours chez les chefs, c'est en pays Bassa, dans le Nord et la Saraga maritime, parce que chez eux, vous avez le chef de village qui est l'auxiliaire d'administration et vous avez le bombo qui lui est le gardien des traditions. Ce n'est pas comme chez nous ici, par exemple, dans le Vouri, où vous êtes en même temps chef du village, en même temps chef traditionnel et auxiliaire de l'administration. Donc, il est question de voir toutes ces sensibilités-là pour avoir un bon lot qui nous permet d'avoir des régions qui répondent parfaitement à ceux dont les populations comme aspiration. Alors, la convocation des collèges électoraux par le chef d'État Paul Biya arrive alors que le SDF est dans une posture, celle d'appeler aux inscriptions sur les listes électorales, celle également de dire que finalement le discours est celui de la non-participation du SDF à ces élections régionales. Qu'est-ce qui peut motiver une formation politique qui a obtenu des grands électeurs, on va les appeler ainsi parce qu'ils ont des conseillers municipaux, à ne pas, ou alors à envisager de ne pas participer à ces élections régionales-là? La position du SDF est très simple. Le président de la République convoque les collèges électoraux pour les régionales, alors que dans le même temps, nous avons pour les contentieux pour les élections législatives et municipales ne sont pas encore terminés. Il y a plusieurs recours qui sont en cours. Nous attendons qu'on statue sur ces recours. Ça fait que les conseillers, les grands électeurs qui sont aujourd'hui, n'ont pas toute la légitimité nécessaire. Parce qu'à l'issue des recours, on peut avoir des conseillers qui vont, les partis peuvent perdre certains conseillers et d'autres conseillers peuvent entrer. Donc ça fait que le collège électoral n'étant pas clairement défini, le SDF pense qu'on ne peut pas participer à une élection dans les conditions de désordre qui est toujours entretenu d'une manière... c'est vraiment entretenu en réalité par le parti de l'honorable Marie. Oui. Parce que
C'est un désordre qui est savamment entretenu, je le dis. Voilà un parti qui est en train d'entraîner le peuple dans... il travaille déjà à l'éclosion des grands partis pour créer des micro-partis. Le RDP se travaille, ils sont prêts à prendre 180 députés sur les 180 députés, 100 sénateurs sur les 100 sénateurs, 900 conseillers régionaux sur les 900 conseillers régionaux. 360, mais 360, oui, non, on ne peut pas continuer. C'est-à-dire qu'il y a tellement de trucs qui demandent quand même qu'on s'arrête, qu'il faut arrêter un peu, qu'on ait la visibilité nécessaire et que le président on dégage. Pour qu'on ait des garanties que nous fonctionnons dans une république, nous ne sommes pas en train d'accompagner le RDPC tout seul dans cette aventure. C'est la principale raison Oui, bien sûr, c'est la raison, c'est la principale raison. Bien sûr que, en dehors de ça, vous connaissez l'autre raison, la participation du nord-ouest et du sud-ouest, qui est encore un problème à ce que je viens, en plus de ce que je viens d'évoquer. Donc, voilà déjà autant d'éléments qui montrent que l'élection régionale organisée dans ce contexte sera toujours une élection fraudée d'avance. Alors, doit-on se mettre dans cette posture-là? On attendait, et Paul Guillaume l'a rappelé, tout le monde attendait ces élections régionales. On a eu la présidentielle en 2018, le chef d'État parlait déjà des régions, on a eu les municipales législatives en février 2020. Le chef d'État a rappelé encore qu'il est urgent le 31 décembre 2019 de mettre en place les régions. Aujourd'hui, on appelle à la mise en place des régions. Il y a des formations politiques qui sont prêtes à y aller, d'autres parlent de leur non-participation. Comment le comprendre? Pour moi, le chef de l'État a raison de convoquer le corps électoral. Collège. Oui, pour les élections régionales. Il a parfaitement raison, il est dans son rôle de chef de l'État. Et la décentralisation dont on parle de la décentralisation pour qui? Au fait, pour les chefs traditionnels, non. On parle de la décentralisation pour le citoyen camerounais. Et je voudrais que, même si les gens se battent, qu'ils se rendent compte que cette décentralisation doit bénéficier aux citoyens camerounais. Le plus ordinaire, celui qui fait le pouce-pouce. Ça ne doit pas bénéficier aux longs crayons comme nous autres, comme on dit. Et si c'est comme ça, je suis sûr que beaucoup de gens ne vont même pas être intéressés par les élections. Mais les gens sont intéressés parce qu'ils veulent avoir le pouvoir. Chef traditionnel, chef administratif, chef ceci, il ne faut pas être candidat parce que... Pourquoi? Parce que les gens veulent se positionner. C'est ça qui gâte notre pays. Et je le dis encore, notre pays, vous ne pouvez pas imaginer, quand on a fait l'international, quand on a fait l'extérieur, on se rend compte que le Cameroun c'est un très beau pays, qui n'a besoin de rien. Vraiment, comme le chef de l'État disait, on a besoin de rien. Mais il faut que les gens se mettent, dans l'ordre de travailler. Et ça, au lieu de travailler, il y a des gens qui sont embusqués pour pouvoir avoir la place. Au lieu de retrousser ses manches et de travailler. Ils sont de quel parti souvent? Ils sont de tous les partis. Bien sûr. Ils sont de tous les partis. Ils sont de SDF, ils sont de RDPC, ils sont de l'UDC, ils sont dans tous les partis. Nous n'avons pas besoin, parce que chaque fois que les élections arrivent, nous autres nous tremblons. Parce que les élections vont toujours amener une cacophonie. Et ça veut dire que, moi je me suis demandé, est-ce que les textes ne sont pas suffisamment clairs pour que les gens ne se posent pas ce genre de questions? Il faut clarifier les textes, il faut les nettoyer s'il faut les nettoyer, mais de manière à ce que tout le monde aille dans les élections et tout le monde rende compte de ce qu'il fait. Parce qu'il y a des gens qui sont directeurs, ils sont maires, ils sont ceci, et ils ne rendent jamais compte. Rendre compte à celui qui t'a élu. C'est ça qui est la chose la plus importante. Donc la décentralisation doit profiter
aux citoyens camerounais et non au col blanc. Alors, la décentralisation doit profiter aux citoyens, mais puisqu'on parle de cette décentralisation qui n'est que la conséquence ou l'aboutissement à travers les élections régionales au RDPC, peut-on estimer ou peut-on penser qu'on est prêt pour ces élections régionales? Au RDPC, je crois qu'on est prêt. Hein. On est prêt. Vous voulez tout rappeler? Non, c'est l'environnement politique qui va aboutir à la prédominance du RDPC dans les conseils. Je veux dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand on fait une lecture simple, le collège électoral est favorable au RDPC. Et tout le monde le sait, et tout le monde le savait avant même qu'on appelle. Non, c'est pas parce qu'on fraude tout. Vous volez tout. C'est pas parce qu'on fraude tout. Et moi, je voulais donner un conseil et au SDF et à l'UDC. L'UDC est plus, j'allais dire... L'UDC n'est pas représenté ici pour rapport. Bon, on en a suffisamment parlé, vous n'avez pas hésité d'en parler. Donc... c'est un ancien de l'UDC. Voilà, donc je veux dire, eux au moins ils se sont contentés de leur nom natal et c'est là-dedans qu'ils ont leur... qui raflent tout. Mais maintenant, j'aimerais quand même que par exemple le SDF, je ne sais pas, quand vous êtes assis ensemble et que vous faites une évaluation hein, du nombre d'élus que vous avez, du nombre de militants que vous avez et une situation qui est de plus en plus dégradée. Vous pensez vraiment que la seule cause, c'est le RDPC? La seule cause, c'est la fraude. Bon. Vous ferez l'élection présidentielle, vous ferez les élections. Je pense que les... C'est vraiment qu'on arrive à ça. C'est ça la cause. Vous mettez les guerres dans les régions. Vous voulez quoi? Vous mettez les guerres dans les régions pour arracher tout. Vous voulez arracher tous les maires, pour arracher tout là-bas. Vous venez dire que vous avez fait des élections. C'est la fraude. La cause, c'est la fraude. Je peux continuer? Allez-y. Alors, je dirais que quand on est faible... Vous fraudez ou pas? Ou quand... Moi, je ne fraude pas. Non, je n'ai pas dit vous. Le RDPC ne fraude pas. Ce qui fait la victoire du RDPC, c'est d'abord son implantation. Comment est-ce qu'on peut négliger ce facteur? C'est un facteur important et prépondérant dans les consultations électorales. Monsieur Eyoum a peur de tout. Oui, ce code ne prévoit pas ceci, ce code ne prévoit pas cela. Oui, tout à l'heure vous avez dit qu'il y a beaucoup d'informations qui manquent par rapport à ces régionales. Voilà. Donc je dis, ça ne doit pas nous effrayer, parce que c'est des réglages qui se feront de toute façon. Mais vous savez voir les insuffisances et les dysfonctionnements qu'il y a. Et pendant 30 ans, vous avez vécu avec l'UDC sans comprendre qu'on était en train de vous tourner dans la mayonnaise. La pertinence que vous avez quand vous analysez la situation nationale, vous auriez dû l'utiliser pour ne pas attendre 30 ans. Avec nous, c'est 38 ans. Mais en 38 ans, nous avons quand même beaucoup fait. Le système éducatif est en place. Oui. Le système de production est en place. Le système sanitaire est en place. Oui, il y a des insatisfactions, mais je pense que personne ne peut comparer le Cameroun aux pays qui sont en véritable difficulté. Donc la décentralisation, les régions vont venir régler pas mal de dysfonctionnements qui sont relevés par... vous savez, et l'autre acteur politique. Dans mon ancienne vie, j'ai vécu dans une très grande entreprise qu'on appelait la SONEM. Et quand l'extension du réseau est devenue très importante, les dirigeants de la SONEL ont estimé qu'il était temps de décentraliser. Parce qu'il était difficile de continuer à piloter l'entreprise depuis la venue de Gaulle. C'est comme ça que sont nées les délégations régionales. Et quand ça a été fait, au fonctionnement, on s'est rendu compte qu'en réalité, ce n'était pas une décentralisation que nous avons faite, mais une déconcentration. Parce que les textes tels qu'ils étaient ne donnaient pas l'autonomie requise qui permettait donc au délégué régional
de piloter véritablement sa région. Et il y a eu des réajustements. Donc je dis, tout ce qu'on pourrait identifier ou bien évaluer comme insuffisance, forcément trouveront des solutions. Mais ce n'est pas ça qui doit arrêter qu'on fasse le saut. Nous devons faire ce saut. Le Code général de la décentralisation est l'instrument qui vient organiser les régions. Je sais bien que c'est depuis 1996 que la décision avait été prise. Mais il fallait bien un instrument pour nous permettre d'y arriver concrètement. Et le grand débat nous a permis d'obtenir cet instrument. Alors, qui est appelé à prendre part à ces élections régionales? Tout le monde ou très peu de personnes? Ce que je voudrais d'abord dire, c'est que je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas les régions. Je suis pour qu'il y ait les régions. Ah d'accord, j'ai mal compris. Non, je suis pour qu'il y ait les régions. J'ai juste soulevé les manquements, c'est-à-dire les décrets d'application qui doivent venir éclaircir l'organisation de la région. C'est ce que j'ai demandé. Il y a d'autres qui disent qu'il ne faut pas qu'il y ait les régions. Et c'est quelque chose qui est bizarre, parce que moi je suis né l'année de la tripartite. Depuis que je suis né, ils ont demandé ça. Aujourd'hui où on donne, ils ne sont plus d'accord. Et c'est, vous savez, c'est avant que je n'entre en politique, je ne comprenais pas pourquoi le RDPC met si long au pouvoir. Depuis que je comprends, parce qu'on a une opposition. Vous n'êtes pas contre le fait que le RDPC soit toujours au pouvoir? Je suis contre le fait qu'il soit toujours au pouvoir, mais je comprends pourquoi ils sont au pouvoir, parce qu'on a une opposition. Parfois, je me demande si on donne le pouvoir à ces gens l'opposition, si on ne va pas s'enfoncer plus que là où le RDPC nous a déjà mis. Donc, les gens qui ont toujours demandé les régions, on est dans les régions aujourd'hui, ils disent qu'ils devront, mais c'était au municipal et au législatif, dans le même contexte. Ce que je reconnais au moins comme quelque chose qui est pertinent, c'est le fait qu'il n'y ait pas encore la délibération d'un certain nombre de contentieux. Ça peut se comprendre. Mais le reste, ce sont des raisons pour balayer le reste. Et ça reste marginal. Parce que, sur le plan national. C'est simplement parce que moi, je suis le SDF. Le SDF a 2 mairies sur 360 dans 2 départements différents. Il y a 2 mairies. Le SDF a combien de mairies? Oui. Vous venez avec un peu. Le SDF a combien de mairies? Pourquoi vous lancez le SDF a combien? Ce n'est pas de combien, c'est donc combien? Alors, pour votre gouvernement, deux mairies uniquement, c'est qu'il y a dans le Congo. Le SDF a combien de mairies? Une à Mombo, s'il vous plaît. Une à Mombo et une à Loum. Également 2 mairies dans le nord-ouest du Cameroun. Voilà, mais ça fait donc 4. Vous savez, tellement ils sont tous dans le nord-ouest, sud-ouest, qu'on a tendance à oublier que les autres régions de la mairie. Ça fait donc 4. Ça fait 5 mairies. Ça fait 5 mairies. Quand vous allez analyser, parce que l'élection des délégués départementaux, ça se passe par département. Vous allez voir que dans chaque département, le SDF a une mairie. Il y a plus de 5 mairies. Ça veut dire qu'avant que l'élection commence, le SDF est déjà battu au niveau du département. Ça veut dire que le SDF risque et va même sortir sans un seul conseiller régional. Monsieur Moutomé, c'est de l'analyse. Nous ne faisons pas la politique fiction. Ce sont les statistiques, ce sont les données. C'est comme dans le brouillon, c'est déjà qui va gagner. C'est le RDPC, puisqu'il tient toutes les mairies, soient réalistes. Donc le SDF aujourd'hui est en train d'essayer de faire de la surenchère parce qu'il se rend compte que sur le terrain, ça va être très compliqué de sortir de là avec un conseil régional. Maintenant, pour revenir à votre question, qui sont les électeurs? C'est, comme on l'a dit, ce sont les collèges électoraux. Ça veut dire que ce sont des élections, c'est un suffrage universel indirect avec des grands électeurs. Il ne s'agit pas, parce que j'entends ces gens qui disent qu'ils vont boycotter. Ce n'est pas le Benskiner de la rue qui vote à cette élection. Ce n'est pas une élection populaire. C'est l'élection de grands électeurs qui sont définis. Ce sont les conseillers municipaux et ce sont les chefs traditionnels dans leur collège électoral qui est dissocié de celui des conseillers municipaux. Et je voudrais dire qu'au niveau des conseillers municipaux, ça va se passer par élection des délégués départementaux. Ça veut dire que les listes seront présentées par département et ensuite c'est ça qui va constituer donc il y a 70 conseillers qui viennent du collège des conseillers municipaux et vous avez 20 conseillers régionaux qui viennent du commandement traditionnel. Donc voilà comment l'élection va se passer de manière générale. Il ne faudrait pas que les Camerounais pensent qu'il s'agit d'une élection populaire. Non, c'est une élection de grands électeurs. Et au vu de la carte politique au Cameroun, nous savons déjà qui sera le grand vainqueur partout. Mais vous avez des partis comme le PCN, comme l'UDC,
qui peuvent avoir des conseillers régionaux parce que le PCN a beaucoup de mairies dans l'Union Équilibre, l'UDC a beaucoup de mairies dans le NUN, donc eux, dans leur région, ils auront des conseillers régionaux. Bon, prenez ça comme vous voulez, mais eux, les partis, ils auront les conseillers régionaux que vous voulez. Vous nourrissez pas. On vous a droit au sénateur. Voilà un cas. Le SDF était au sénatorial. Et le SDF n'avait pas beaucoup de conseils, c'était dans la Damawa, si je ne me trompe pas. Mais ils sont sortis de là avec les sénateurs. Ça veut dire que le RDBC leur a fait la passe décisive. C'est ce qui s'est passé là. Et il faut donc qu'ils assument ça. Et peut-être c'est ce qu'ils veulent encore. Moi je le dis clairement. Alors, et pour terminer, laissez-moi oui. Je veux juste chuter la main qu'on m'avait un peu perturbé. Ce que je voudrais donc dire, c'est quoi? C'est que les conseillers municipaux aujourd'hui doivent savoir que quand ils vont élire, ils doivent choisir de bons conseillers parce que les régions aujourd'hui sont décisives. Même la crise du Nord dont on parle, ces régions peuvent les résoudre. Parce que les anglophones, qu'est-ce qu'ils demandent? C'est l'autonomie. Et l'autonomie, la régionalisation, le fédéralisme, appelez ça comme vous voulez, fait partie de cette autonomie-là. Donc il faut qu'il y ait ces élections. D'accord, il faut qu'il y ait ces élections. Alors, le SDF est-il dans une surenchère politique? Nous y allons pas. Bon, il n'y a pas encore la pacification du nord-ouest et du sud-ouest. Le code électoral doit être reformé. D'autre part, maintenant, l'autre nouvelle raison que vous évoquez, c'est celle de ce contentieux qu'on appelait minimal des élections municipales législatives. Ok. Il faut peut-être, parce que lorsqu'on parle, on n'explique pas clairement aux populations. Expliquez ça très bien. On veut bien vous avez posé la question, qui est électeur lors des élections régionales? L'électeur, c'est le grand électeur, c'est le conseiller municipal. C'est le chef traditionnel. Maintenant, les conseillers municipaux, nous pensons qu'à l'issue de l'élection de février, il y a encore des recours qui ne sont pas encore épuisés. Ça veut dire qu'il y a des situations où même les maires dans cette mairie peuvent changer, les nouveaux conseillers peuvent entrer en fonction des partis politiques, donc les partis politiques vont faire des conseillers. Seulement cette raison est largement suffisante pour dire qu'il n'y a pas de raison. Pourquoi courir? Solder le contentieux électoral clairement, afin que le collège d'électeurs soit clairement défini. Électoral entache le déroulement de ces élections. Ça entache puisque vous aurez un conseiller qui va aller voter. Alors qu'en réalité, il n'avait pas la légitimité de voter. Alors pourquoi vous n'avez pas posé ce problème en 2013, lorsqu'on met... Même si c'est pas le seul conseiller, s'il vous plaît, c'est suffisant pour dire que le s'arrête. En 2013, on voulait proroger le mandat des conseillers municipaux une deuxième fois, mais pourtant ces conseillers municipaux sont allés mettre en place la toute première chambre du Sénat. Et une chambre dans laquelle, d'ailleurs, le SDF s'avait tiré avec 14 sièges, en attendant ceux qui ont été nommés par le chef de l'État. Pourquoi vous n'avez pas décrié ces conseils municipaux qui avaient le mandat échu? Non, le mandat n'était pas échu. Vous dites bien que le mandat a été prorogé. La prorogation veut dire que le mandat initial... Oui, l'acte de prorogation était un acte légal que le président de la République avait pris. Ça veut dire que les conseillers restaient dans leur plein droit. Bon, maintenant, nous sommes dans un cas où il y a eu une élection, il y a eu des recours, pas seulement du NTI, plusieurs partis politiques ont fait des recours dans cette élection-ci. Maintenant, les résultats ne sont pas, les résultats ne sont pas complètement définis. Nous attendons en réalité que le juge statue clairement sur les recours, afin que nous connaissions qui exactement est conseiller et qui ne l'est pas. Même s'il y a un seul conseiller, je dis un seul, ce n'est pas le nom qui est important. Un seul conseiller qui est illégitime, ça rend le processus frauduleux. Je dis un seul conseiller rend le processus frauduleux et anormal. Parce que ça veut dire que vous savez très bien que la loi prévoit que même s'il y a contentieux, la doit pouvoir continuer. Bien sûr. Actuellement, les conseils sont actuellement en attendant les recours. Les recours sont en cours, mais on ne peut pas faire les recours indéfiniment. Ça veut dire qu'il faut bien que la Cour suprême statue dessus. Et vous voyez, et c'est ça le spectacle sud-africain qu'il faut remarquer ici. C'est l'encouragement des partis complètement tribaux que le RDPC est en train de favoriser.
Et il faut ça ne peut pas sauver le Cameroun. On ne peut pas construire une nation. Marie elle-même parlait du caractère citoyen. On ne peut pas construire une nation avec ce caractère citoyen en pensant que les Camerounais doivent se recouvrir chacun dans son département pour faire un parti politique. C'est très dangereux pour la nation, c'est très dangereux pour la République. Et ça, c'est ce qu'ils sont en train de favoriser. Nous disons au SGF, nous disons non à ça. Je voudrais juste dire... On va faire un dernier étape sur la question. Vous pouvez comprendre la position du SDF. Le SDF veut pour moi avoir une élection qui est crédible, qui est transparente et qui est pleine de sens et qui bénéficie de toute la légitimité et de toute l'égalité. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il est absolument important qu'on rende les comptes. Oui. Quand on est élu, on doit rendre les comptes. Au Cameroun, on a cette manie où on rend. C'est-à-dire que tu poses les actes et tu t'en fous. Il ne faut pas s'en foutre des actes qu'on pose. Parce que si tu poses un acte et que de plus en plus les Camerounais sont en train de... C'est comme un cumul. Nous n'apprenons pas les leçons du passé. Et c'est dommage. Parce qu'il y a eu une révolte des Camerounais ici. Mais elle ne viendra pas parce qu'il y a un mot d'ordre. Il y a eu les émeutes de faim, comme on a appelé. Mais comment ça s'est passé? Les Camerounais n'apprennent pas ça. Il faut apprendre les leçons du passé pour pouvoir continuer. Et les Camerounais, ils n'obéissent pas au mot d'ordre. Mais quand ils veulent se révolter, ils se révoltent. Et tu ne peux pas les retenir, quel que soit le cas. C'est pour ça que je dis encore, chaque fois qu'il y a les élections, moi je tremble. Parce que je crains beaucoup les élections dans la mesure où ça porte toujours, il y a toujours des frustrations. Alors qu'il faut mettre les choses au propre. Et si on met les choses au propre, quel que soit le régime, ça va marcher, quel que soit le régime. Même si c'est décentralisation, même si c'est parti unique, et que tu dois rendre compte, et si tu n'as pas fait bien ton travail, on t'enlève, on met quelqu'un d'autre, ça va marcher, quel que soit le régime. Parce que les Camerounais ne veulent que les choses qui marchent et dans la paix. Ramenons la paix dans notre pays et le reste va marcher sans problème. Si les gens, par exemple, se bagarrent maintenant pour je suis chef traditionnel, je suis chef administratif, c'est parce que ça veut dire qu'il y a un manque de transparence quelque part. Il faut lever ce genre de choses de manière que les gens aillent aux élections finies et qu'on n'ait pas de problème pendant les élections. Voilà ce que moi je peux dire. Alors, on doit pouvoir tenir ce processus dans de meilleures conditions et dans de meilleurs délais. Tout est-il réuni pour que finalement ces élections régionales puissent refléter l'essence même de chacune des régions qui composent le Cameroun? Il y en a 10, donc on attend 900 conseillers régionaux sur l'ensemble du pays. Bon, je ne sais pas comment les autres partis sont organisés et pour dire vrai, leur impact dans ce processus n'est pas significatif. Vous caractérisez déjà la victoire. Comment? Vous caractérisez déjà de la victoire. Quelqu'un vous a dit que vous êtes déjà gagnant, peut-être par exemple dans le littoral. Oui, mais je ne sais pas si vous avez lu la circulaire du RDPC. Nous l'avons reçu Nous prenons documents. Extrêmement au sérieux cette élection. Extrêmement, parce que ça va être des personnages clés. Et parce que ça va être des personnages clés, il faut que nos représentants soient des personnes capacitées et surtout enthousiastes. Parce que pour animer une région, ça prend plus que le savoir, plus que le savoir-faire. Ça prend surtout l'envie de transformer les territoires et d'en faire des lieux attractifs où la principale cible est le Camerounais lambda.
comme il parlait. Parce que si on ne réussit pas à transformer la vie du Camerounais lambda, alors c'est que la décentralisation n'aura servi à rien. Donc, si vous lisez bien la circulaire du comité central, ils ont énormément insisté sur la qualité des personnes qui doivent sortir pour représenter. Alors, quand on sait que c'est difficile de pouvoir trouver des hommes, même comme il n'en manque pas, est-ce qu'on ne craint pas une autre implosion à l'issue de ces élections régionales qui se préparent? D'abord, les places sont chères. Parce que si on réfléchit bien, oui, cher, ça veut dire que pour réussir à se démarquer, il faut vraiment remplir toutes les conditions contenues dans la circulaire. Il y a 30 personnes qu'il faut pour le département du Voré. Il faut 30 conseillers. Nous avons 6 arrondissements. D'accord? Ces 6 arrondissements doivent donc chacun trouver à peu près, même si on va dans la péréquation qui va corriger certains chiffres, mais ça veut dire à peu près 5 à 6 personnes par arrondissement. Vous connaissez notre vivier, le vivier du RDPC. Sur le plan qualitatif, il y a du monde. Sur le plan militant, il y a du monde. Donc, ça va être un exercice qui n'est pas facile. Les commissions départementales et régionales vont être là pour encadrer. Mais moi, j'ai confiance, je sais que ça se passera au mieux afin qu'au lendemain du 6, que les gens se mettent au travail. Alors, donc, l'élection régionale revêt tout un sens particulier pour cette première... ces premiers conseils régionaux qui devraient être mis en place dans les jours à venir. Absolument. Ce que je voudrais dire à M. Gomsi, c'est non, je vous en prie. Répondez à la question. Le débat est interactif. Parce que je que je connais, bon sens, la loi n'est pas rétroactive. Ça veut dire que les conseils... Mais vous prévoyez la rétroactivité de la loi. Vous avez vous prévoyez la rétroactivité de la loi. Vous posez un acte. Vous posez dans le futur, vous posez dans le futur, vous pouvez lancer la parole. Vous savez, il n'y a pas au café comme public. C'est vous qui avez la parole. Voilà pourquoi vous avez la parole pour répondre à la question qui a été posée. La loi n'est pas rétroactive. Les conseils municipaux qui sont là, les actes qui posent sont légaux. Ils seront illégaux l'instant où on va dire qu'ils ne sont, on va annuler leur élection. Donc pour l'instant, ils sont légaux. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que vous savez, les sénateurs que nous avons actuellement, je dis que l'élection a été bancale. Parce que les sénateurs ne se lient pas les conseils. La non-participation ou la participation du LG, vous conseillez à l'UDC. Vous posez la question. S'il vous plaît, ce n'est pas la question que je vais poser. Non, vous posez la question. Parce qu'il a la participation de l'LG. Il avait développé dans la participation. Il a un objectif, M. Gomsi. Il a parlé de lycée aujourd'hui. Vous avez suivi. Il a parlé de lui lycée aujourd'hui. Je n'en ai pas empêché. Allez-y. Ok, j'étais en train de dire l'élection des sénateurs a été bancale. Il y a 2 élections, celle de 2013 et de 2018. Bancale pourquoi? Parce que les sénateurs doivent être élus par les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Malheureusement, il n'y avait pas de conseillers régionaux. On ne va pas, sur le prétexte que certains partis politiques n'auront pas de conseillers régionaux, attendre que les autres sénateurs de 2023 eux aussi aient une élection bancale. Je voudrais dire la crise... Mais vous, le rétroactivité n'intervient plus. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, ça ne veut pas dire que ça mon ami Xavier Béli me voit ce que son communicant fait sur ce plateau. Je voudrais dire quoi? C'est que quand j'ai fait... Non, j'ai posé une question. Non, vous ne posez pas la question. Vous êtes journaliste. S'il vous plaît, allez-y. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que l'élection des sénateurs de 2023 doit être l'élection avec tout ce que la Constitution a prévu, c'est-à-dire les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Je vous ai dit tout à l'heure que les régions anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest, ce qu'elles demandent, les régions sont une réponse à cela, même si ça peut ne pas être satisfaisant. C'est pas ce que les régions anglophones demandent. S'il vous plaît.
Allez-y, c'est vous qui avez la J'ai parole. l'impression d'être au kiosque de corps public pour les prescripteurs gars là-bas. Tant mieux. Non, ça va, tant mieux. Ça vous donne la parole. Sur un plateau de télévision, on passe du temps. Tant mieux. Tout à l'heure, vous avez à deux mairies. On a rectifié. Donnez l'information exacte. Allez-y. Tant que vous donnez l'information qui n'est pas bien, vous arrêtez. Allez-y, monsieur Les régions du Nord et du Sud, ils n'ont pas dit qu'ils veulent la région là. Je Parce vois qu'ils donc veulent. que S'il vous plaît. vous avez appelé Peter Isoka. C'est lui C'est même pas ce qu'ils qui fait veulent. la communication sur votre plateau. S'il vous plaît, c'est vous qui C'est qui est C'est les régions du Nord et la Laissez-moi donc. Beaucoup de régions du Sud-Ouest ne peuvent pas dire la déclaration. Dans quelques instants, vous allez prendre la parole. Laissez monsieur Je ne crois pas qu'il soit porte-parole des régions nord et sud-ouest. C'est au Grand Diallo Ah, c'est qu'il y votre avait parole, les s'il vous porte-paroles plaît. des régions nord-ouest et du sud-ouest. Et dans ces revendications, les régions, le gouvernement actuel qui lui est au pouvoir, lui il estime que les régions sont la réponse. Même ceux qui font le fédéralisme, ils sont libres. Quand ils auront le pouvoir, ils vont mettre ces fédéralistes. En attendant, il faut être réaliste dans la politique. Ceux qui sont au pouvoir, ils ont dit que c'est les régions qu'ils ouvrent. Et maintenant, ceux à qui donnent les régions doivent maintenant voir comment s'adapter avec pour résoudre le problème de ces régions. L'autre question que vous voulez poser, attendez, monsieur Otomi m'a trop coupé, laissez-moi parler. Vous n'avez pas Ils ont, attendez, la parole. attendez, est-ce que, je vais poser une autre question, est-ce que parce que le nord-ouest et le sud-ouest sont en crise, ces 8 autres régions du Cameroun doivent s'arrêter de fonctionner? Non. Il faut bien que ça continue. C'est pourquoi on doit organiser les élections dans les 10 régions, même s'il y a la crise là-bas, dans les 10 régions, même si on n'a pas encore trouvé les solutions. D'accord. Parce qu'il ne faut pas que les 8 autres régions s'arrêtent de fonctionner, continuent à avoir des problèmes, parce que 2 régions, non, nous devons travailler pour la République. Et la République, c'est 10 régions. Et il faut que nous, les hommes politiques, nous soyons cohérents, nous soyons logiques. Et Merci qu'on beaucoup à arrête vous. de faire de la duperie politique. Alors, le SDF est-il prêt à se mettre en marge de ces élections, alors qu'on le sait dans l'une des résolutions du NEC, qui est le comité exécutif national, le SDF ne boycottera aucune élection quelle qu'elle soit. Il va taper la bouche. C'est pas votre choix, s'il vous plaît. Oui, justement, c'est bien de taper la bouche, sauf que Il lui rend ça. je découvre que exactement Monsieur M. You a découvert les notions de démocratie, les notions de vraies valeurs au lendemain du coup que Madame Joël les a fait. Donc, ils ont fonctionné depuis longtemps ensemble, ils ne savaient pas ce que c'est que la démocratie. Ils n'ont pas eu la lucidité, comme il le dit très bien, pour comprendre ce qui est là. Maintenant, parlant du SDF, je pense que la position du SDF est... Le SDF n'a jamais dit... la position du SDF est claire. Et je vous ai dit ça clairement. Vous n'irez pas où vous irez? Nous n'irons pas Au régional. au régional tant que... Nous avons dit tant que le contentieux électoral... Vous savez que le contentieux électoral ne sera pas... Pourquoi ça ne sera pas vidé? Vous savez qu'il ne sera pas Pourquoi ça ne sera pas vidé? L'élection a lieu le 6 Pourquoi c'est décembre. capable de vider le Dans moins de 3 contentieux mois. en une semaine de... Pourquoi c'est capable? Pourquoi c'est possible? Vous savez très bien Nous comment ça pensons, marche. non, moi, c'est vous qui savez, moi je pense que c'est bien possible que le collège de notre siège et vide le contentieux électoral. C'est possible. Et après ça, vous venez aux J'ai même élections. une question. Après ça, Si c'est vidé avant l'élection, après ça, vraiment, si c'est vidé avant l'élection, qu'il y a un délai. le collège électoral sera toujours légal si c'est vidé, avant l'élection. L'élection est jusqu'au 6 décembre. C'est On ce peut que vider je le veux dire. contentieux. Mais vous oubliez que le dépôt des dossiers, c'est le 22 Le septembre. 22 septembre. Donc, Voilà. ça veut dire que vous serez hors jeu. mais c'est vrai que c'est vraiment, mais vous avez dit, mais monsieur, Allez, si nous sommes au de position. Mais non, je veux dire que justement, sur le réalisme, j'aurais bien voulu que vous fassiez preuve de réalisme avec Madame Njoya. Mais vous n'avez pas fait preuve avec elle. Vous voulez pleurer aujourd'hui que vous démissionnez. Non, oui, il fallait faire preuve de réalisme à ce moment. Répondez à ma question. Non, moi je dis la position du LGF est claire dessus. Nous ne participerons pas à l'élection tant que ce préalable n'est pas. Pourquoi vous nous servez à chaque fois qu'il y a une élection c'est ce la préalable. danse du chat et la souris? Il n'y a aucune danse du chat et la souris. Chaque fois qu'il y a une élection, Je vous ai dit, un seul conseiller vous municipal. n'y allez pas, après vous y êtes allé. Oui, les postures républicaines font qu'on finit par partir. Non, c'est pas C'est les vrai. postures républicaines et puis à l'issue des discussions, on discute jusqu'aujourd'hui, le débat est ouvert au sein du parti. Donc, il y a des gens Jusqu'aujourd'hui, qui sont d'accord. bien pour sûr, aller- il y a des gens jusqu'aujourd'hui, le débat continue au sein du parti, mais la position actuelle est celle que j'ai donnée ici. Non, changer là. Non, oui, peut-être ça peut changer pour l'instant, je ne sais pas. J'ai donné la position actuelle. D'accord. Docteur, on sort avec vous sur cette question. Merci. Ces élections, vous l'avez dit, c'est pour le bas peuple, pour le Camerounais lambda. Vous avez pris l'exemple des pousseurs, sans péjoration, mais c'est pour améliorer le cadre de vie des populations. Oui, l'élection, je vois les gens
se chiffonner à la radio, à la télévision pour ces élections. Bah oui, elles sont importantes. C'est le tout premier conseil régional qui verra le jour selon la Constitution. Mais je ne suis pas sûr que tous ceux qui s'époumonnent et qui dépensent de l'argent pensent très bien que l'élection doit profiter à ce pousseur, à ce bas peuple. Lorsque tout le monde va se rendre compte, je suis convaincu qu'il n'y aura même plus d'affluence pour ce genre de choses. Parce que les gens veulent absolument être au pouvoir pour pouvoir commander et ne pas avoir de compte à rendre. Je vais le dire. J'ai eu dans mon village des gens comme ça. Comment? Où j'ai donné l'argent. On est venu me demander, mais tu n'as pas rendu compte. J'ai dit, voici le rapport qui a été envoyé aux autorités administratives et tout le monde. L'argent que j'ai reçu, voici là. Et puis après, mais les gens qui avaient l'argent entre eux, ils ont bouffé cet argent. Et personne ne leur a demandé de compte à rendre. C'est pour ça que je dis encore, il faut que nous apprenions à rendre compte. Chaque fois même qu'on a du travail à faire, quand on a de l'argent à faire, quand on a des choses de l'État à faire, il faudrait que les gens apprennent à rendre compte. Si on rend compte, le reste va marcher. D'accord. Alors, on va prendre quelques SMS avant de prendre la prochaine thématique qui va porter sur la crise dans le nord-ouest, le sud-ouest du Cameroun. Vous le savez, il y a quelques jours encore, on a enregistré de fortes tensions dans le nord-ouest, le sud-ouest du pays. Bonsoir, le panel. Très belle thématique. Docteur York, s'il vous plaît. Vous semblez me donner l'impression que vous êtes amnésique ou que vous avez oublié qu'il y a eu au Cameroun les années de braise, 90, avec les vilements des cartons rouges et autres. Aujourd'hui, vous nous dites que les Camerounais n'obéissent pas au mot d'ordre. Comment pouvez-vous le penser? C'est de la part de M. Mouandjo, depuis Melon, dans le département du Mungo, qui nous envoie son message cet après-midi. Bonsoir à vous. Alors, on ne peut pas revenir sur la question du titre de l'honorable Maryse Balabel. Elle est députée, ou elle a été députée, et même si elle n'a plus de fonction à l'Assemblée nationale, ça ne lui enlève pas qu'on pourrait l'appeler honorable Maryse Balabel. On n'enlève pas un ministre qui a été l'appellation de ministre de la République, ou je sais pas, ou maire, même si vous n'êtes plus maire aujourd'hui, on appelle toujours, je pense, Jean-Robert Wafo, monsieur le maire. Ça n'enlève en rien qu'il n'est plus en activité au sein de la mairie de la deuxième. Donc, monsieur Étienne Bayen de Bali, vraiment, ne revenez plus sur ce type de polémique. Roger, par contre, à Bafoussam, très bonne émission, Frédéric. Nous ne comprenons toujours pas pourquoi les choses ne sont jamais claires dans ce pays. Sinon, qu'est-ce que ça coûte aux juges de liquider une fois pour tout le contentieux post-électoral pour donner de la légitimité à ces foutus grands électeurs que sont notamment les conseils municipaux et dissiper toute suspicion autour de ces élections régionales. Vraiment, arrêtons le bricolage qui nous est toujours servi par le régime en place, notamment le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui veut tout confisquer. Bonsoir le plateau, le RDPC passe le temps à gagner les élections en fraudant et le bas peuple souffre. Mieux laisser Maryse Balabel et ses amis à aller seuls à cette mascarade électorale. C'est Adamou depuis Bertois qui nous envoie également son message dans le cadre de cette autre émission. Autre message qui nous est parvenu dans le cadre de ce programme sur la télévision du Monde. Bonsoir à vous sur le plateau. Il est clair que certaines personnes ne veulent que parler de fuir les élections parce qu'elles ne peuvent pas assumer la défaite qui s'ensuit à raison de leur choix ou de leur posture politique. On peut bien comprendre la posture du SDF. C'est un autre message qui nous a été envoyé dans le cadre de cette émission. Alors, bonsoir à vous sur le plateau. Dans l'émission, tous les invités
Les invités ne doivent pas pouvoir manipuler les uns et les autres. Hein. C'est une réaction qui nous a été envoyée dans le cadre de cette émission. Il y a des réactions qui sont envoyées à travers notre plateforme Facebook LTM TV officielle. C'est l'autre point d'accès, tout comme le 699 57 30 26. Alors, pour ce qui est de la prochaine thématique qui porte essentiellement sur la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, on va faire seulement un tour de table, parce qu'après on va débattre de la dernière thématique qui portera sur l'éducation, notamment les fraudes des examens. Monsieur Ngomso, on va commencer avec vous. Le SDF se targue d'être particulièrement meurtri par la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Aujourd'hui, on le sait, on a enregistré une vague de violence dans cette partie du pays. L'armée, ou du moins les forces de défense et de sécurité, ont entrepris de mener des opérations d'offensive contre les rebelles. Était-ce l'option à mettre en place pour sécuriser davantage les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun? Non, nous ne le dirons jamais assez. Ça fait plus de 3 ans que la crise perdure. Nous avons demandé que nous partons pour un cessez-le-feu et que le gouvernement travaille pour le retour à la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est-à-dire que tel qu'on va là, on va continuer dans le même schéma et on aura une guerre qui va se perpétuer dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il est grand temps. Il est grand temps. Là, le RDPC n'écoute jamais personne. Ils font tout ce qu'ils veulent. Il est grand temps que le RDPC pose le problème du retour de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils n'ont pas suffisamment posé? Non, bien au contraire. Les options militaires. Tous les actes qui sont posés sont seulement les actes qui sont de nature à créer un climat délitaire. Il n'y a rien qui est mis en place pour rassurer les populations? Rien de manière pragmatique, c'est-à-dire qu'il y a toujours c'est-à-dire le RDP se fait c'est un peu de la technique des poids de pétrole. C'est-à-dire on fait semblant d'évoluer, mais en réalité les actes ne sont pas concrets. Docteur, le nord-ouest et le sud-ouest préoccupe depuis plus de 3 ans maintenant, presque 4 ans aujourd'hui. Les militaires continuent d'enregistrer des pertes, les populations perdent leur vie. Aujourd'hui, les militaires disent qu'il faut passer à l'offensive. Dans le nord-ouest précisément, le général Cavalère et le général Eno et Congressé ont décidé de déployer leur artillerie pour aller traquer les sécessionnistes. Est-ce ce qu'il fallait faire pour donner plus d'air aux populations pour qu'on puisse parler davantage de la paix? Vous qui pensez sembler prôner la paix depuis qu'on a enregistré ce débat. Oui, le nord-ouest est très cher pour moi. Le nord-ouest et le sud-ouest. Parce que j'ai fait beaucoup de choses dans le nord-ouest et le sud-ouest. Contrairement, je suis francophone, mais je suis anglophone. Mon fils même, il a étudié chez les anglophones. Il ne parlait pas français, mon propre fils. Donc, ça devrait vous dire combien, quand j'étais dans cette télé, en 2017, on a parlé du nord-ouest et du sud-ouest. Et ça venait de commencer. En 2017. J'étais en mars. Le 10 mars, je crois. J'étais ici. Après le défilé des avocats et non, des femmes. Oui, après le défilé du 8 mars. Après le défilé du 8 mars. J'étais à cette télé. Et vous m'avez posé la question du nord-ouest. Et je peux vous dire maintenant, si on veut que le nord-ouest soit pacifié, le nord-ouest va être pacifié. Oui. Et je reprends les mêmes choses que je vous ai dit il y a 3 ans. Si on veut immédiatement que le nord-ouest soit pacifié, il va être pacifié. Mais je vous ai dit également que l'expérience que j'ai de ce genre de guerre, ça ne va pas finir vite. Effectivement. Ça ne va pas finir vite. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts qui se greffent dans une guerre. Beaucoup d'intérêts. Et c'est dommage qu'il y ait beaucoup d'intérêts. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent même pas que la guerre finisse. Vous allez faire comment pour que la guerre finisse? Je me rappelle au niveau de chez moi, on a fait des camps de concentration quand il y avait le maquis.
on venait d'avoir l'indépendance. Les gens, tous les villages étaient réunis au même endroit et commandés par la gendarmerie. C'est la gendarmerie qui vous donnait l'autorisation d'aller à gauche, à droite. Tous les vieux de mon village sont morts avec ces camps de concentration. Certains sont morts, on ne les a même pas enterrés au village, on les a enterrés en route. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous ne souhaitons pas que le Nord-Ouest traverse la même chose. Parce que quand je donne l'exemple de Nord-Ouest, je pense toujours au quart de bœuf que j'ai acheté à Santa. On a acheté tout un bœuf, on était 4. Tout un bœuf. Et on a divisé ça en 4. À Santa. Et le bœuf, et chacun a pris le quart. J'ai rempli mon congélateur avec le quart du bœuf de Santa. Mais je ne suis pas sûr que maintenant je peux encore aller à Santa et faire la même chose. Pourquoi? Moi j'aimerais encore aller à Santa. C'est un peu comme Kolofata. Kolofata, je suis quelqu'un de Kolofata, dans l'extrême nord. Le Lamido de Kolofata, l'ancien, parce que c'est son fils qui est maintenant Lamido. Mais l'ancien, je rentrais dans la cuisine de sa femme et elle me donnait à manger. Et le nouveau, c'est un très grand ami, l'actuel maire de Kolofata, Lamido maire de Kolofata. Donc, j'ai dit encore, quand je pouvais aller dans cette zone-là la nuit, en conduisant ma propre voiture seule, il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, vous pouvez pas. Maintenant, je ne peux plus le faire. Alors, Paul, est-ce que tout n'est pas mis en œuvre pour davantage pacifier et sécuriser le Nord-Ouest et le Sud-Ouest pour que tout redevienne normal, comme ça se faisait avant? Docteur Ayok a envie de retourner à Santa, acheter son bœuf ou son quart de bœuf, au prix que ça coûte là-bas, parce que ça coûte, semble-t-il, beaucoup moins cher que dans la ville de Douala où cette viande-là coûte les yeux de la tête. Ce que je voudrais dire, c'est que la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest est avant tout une crise politique. C'est vrai, il y a le conflit armé, mais c'est une crise politique. À une crise politique, il faut des réponses politiques. On peut prendre toutes les mesures de sécurité qui sont prises actuellement, qui sont sanitaires, parce que c'est pour protéger les populations, mais ça ne va pas résoudre la crise. Nous étions au grand dialogue national où le SDF et les autres partis aussi étaient présents. Rappelez-vous du discours du chef de l'État qui convoque le dialogue national. Son discours était essentiellement basé sur la crise anglophone. Mais arrivé au grand dialogue national, on a voulu en faire une conférence nationale. On a posé le problème de décentralisation, des régions, d'autochtonie, bref, tout a été mélangé là-dedans. Et l'objectif principal que nous avons mené au grand dialogue est devenu secondaire. Nous sommes allés à ce grand dialogue, il n'y avait pas les leaders, les protagonistes des sécessionnistes, malheureusement. Pourtant, le président de la République avait invité tous les acteurs, il faut le reconnaître, dans son discours, il avait invité tout le monde. Eux, ils ont décidé de ne pas participer. Et ça peut se comprendre, parce que vous avez des personnes comme Agbombala qui était en prison, qui étaient des leaders d'une corporation, qui était en négociation avec le gouvernement, qu'on a taxé les terroristes et mis en prison, et après on les a libérés. C'est des gens à qui il faut présenter nos excuses. Vous avez un monsieur comme monsieur Mancho BBC, qui est un leader anglophone taximan, qui a revendiqué sur la place publique à Bamenda, qui est arrêté, c'était des terroristes, et pourtant il posait juste des revendications. Vous avez M. Alou Tabé, lui c'est un sécessionniste, il n'y a même pas il c'est un sécessionniste, mais pour la paix, il serait bien de dialoguer avec M. Alou Tabé et tout le reste qui sont sécessionnistes. Malheureusement, ceux-là n'étaient pas au grand dialogue national. Nous sommes donc sortis de là avec un certain nombre de résolutions. C'est vrai, le Code général des collectivités territoriales décentralisées est un fruit de ce grand dialogue, mais malheureusement, ça n'a pas résolu la crise anglophone. Ça veut donc dire que les solutions aujourd'hui sont de revenir à la table avec tous ces acteurs, toutes ces personnes, parce qu'on peut nettoyer sur le plan militaire pendant tout le temps, on ne peut pas
retirer de la tête d'un individu qui a déjà mis la sécession par les armes. C'est par le dialogue, c'est par l'entente. Et il faut donc que le gouvernement le comprenne, qu'il ne fasse plus la sourde d'oreille, qu'il comprenne qu'il faut dialoguer de manière sincère, y compris avec ces sécessionnistes, pour le retour de la paix dans notre pays, dans ces deux régions. L'option militaire doit-elle être écartée et ne privilégier que l'option ou l'approche du dialogue, de la concertation, de la discussion, c'est l'approche de Paul Youm, de Dr York, et peut-être celle évoquée également par Gabriel Gomsi du SDF. Je pense que la paix préoccupe tout le monde. Mais comment y arriver? Ça ne sert à rien. Nous courons sur tous les plateaux de la ville et nous parlons exactement de la même chose concernant le Nozo. Quand on nous envoie sur les télés porter la parole, pour ceux qui sont militants, la parole de nos partis respectifs, ou alors donner des opinions personnelles pour ceux qui sont des experts, c'est parce qu'on espère qu'au partage, on peut arriver à une solution, on peut avoir un éclairage, on peut avoir une piste. Le président de la République n'a jamais dit non au dialogue. Donc quand vous dites qu'il faut qu'on retourne autour de la table, évidemment que c'est ce que le président de la République veut. Sauf que le président de la République pose comme condition que les fighters baissent les armes et sortent du maquis. Et ça aurait pu être possible si tous les partis politiques, au lieu de vouloir encourager ou alors de comprendre l'option de la lutte armée, se mettaient ensemble pour dire à nos frères sécessionnistes, ok, ça va, ça suffit, il y a déjà beaucoup de dégâts, donc baissez les armes et revenez. S'ils baissent les armes et qu'ils se rendent disponibles pour s'asseoir autour d'une table, et que le gouvernement n'accède pas à cette... ou alors ne saisit pas cette opportunité pour négocier, nous serons tous témoins de ce que c'est le gouvernement qui n'a pas respecté. Mais le gouvernement est un pays. Quand est un pays, le gouvernement pilote l'État du Cameroun. Et le gouvernement a aussi sous sa responsabilité la sécurité des civils. Le gouvernement ne peut pas rentrer dans les casernes comme vous le demandez tous. Ayez l'honnêteté de le reconnaître. Ayez l'honnêteté de reconnaître que si les fighters font un pas en sortant du maquis et en baissant les armes, et qu'il ne se passe rien, à ce moment-là, nous pouvons tous être d'accord. Mais vous avez la fâcheuse manie de commencer à raconter l'histoire de 1961, après l'histoire de... après 1961, après 72, après... Tout cela ne sert à rien. Si un couple fait un bébé et que ce bébé-là s'avère être un handicapé, le couple a juste deux options. Soit il tue ce bébé parce que ce couple-là n'a pas les moyens de s'occuper de cet enfant, ou alors le couple prend sur lui de faire de cet enfant un adulte accompli qui peut s'exprimer, qui peut s'insérer, qui peut participer. C'est ça le rôle des parents. Donc moi je pense que si nos frères anglophones sécessionnistes estiment que les accords de 1961 n'ont pas finalement apporté ce que eux ils attendaient, ok, d'accord, mais ce n'est pas une raison pour prendre les armes et tuer nos frères. Qui est-ce qu'ils sont en train de tuer? Ils ne sont pas en train de tuer quelqu'un d'autre. Hein. Pour l'instant, ils tuent les ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest, qui sont des Camerounais à part entière. Ce n'est pas parce qu'eux, ils ont fait l'option de la sécession comme solution à leurs problèmes que tous les autres anglophones sont d'accord. Bon, mais je pense que la majorité des anglophones dénoncent, premièrement, l'assimilation qu'ils ont cru percevoir dans la façon dont le pays était managé, et deuxièmement, exigent plus d'autonomie qui leur était déjà acquise
dans le fonctionnement de leur communauté respective. Donc, ne dis pas d'accord, parce que c'est d'accord, on veut dire que j'arrive à vous couper bientôt. Bientôt. Alors, pour dire que moi, j'aimerais que le SDF soit plus clair, que le MRC soit plus clair, que nous disions tous à nos frères, ok, vous avez été ivre de colère, vous êtes saoul de colère, mais nous sommes avec vous, nous pensons que nous pouvons continuer à faire ensemble et bâtir un pays cohérent et qui pourrait vivre dans la cohésion. Merci beaucoup, on ne reviendra pas sur cette problématique, non, on ne parlera plus, non, pas 2 secondes, on ne parlera plus de cette thématique-là, parce qu'on va parler d'une autre thématique encore intéressante que celle du nord-ouest du sud du Cameroun, notamment à la fraude enregistrée aux examens officiels de cette session qui s'achève. On le sait, au baccalauréat, 3 épreuves avaient fuité, ont dû être reprises. Au BEPC, il y a eu des délibérations avec 18 candidats qui ont été admis, alors que 2 n'ont pas composé, n'étaient même pas déjà dans la liste de départ. Bref, une série de cacophonies qui met en mal le système éducatif du Cameroun, mais davantage, l'affaire qui retient notre attention, c'est la fraude au baccalauréat avec le cas de Kevin. Alors, docteur York, vous êtes parent au-delà du chercheur que vous étiez, de l'enseignant que vous êtes toujours. Qu'est-ce que cela vous fait de savoir qu'un enfant a été interpellé pour être entendu en dehors pour des faits de tricherie et de fraude à un examen officiel? Je voudrais d'abord dire que lorsqu'on a fraudé, lorsqu'on est en faute, on ne met pas tout de suite la personne en prison. La personne doit être jugée et le juge doit décider que la personne doit aller en prison et tu vas en prison. Donc moi je ne peux que me réjouir qu'on ait laissé ces enfants, mais en attendant qu'on puisse les juger. Parce qu'il faut qu'ils soient jugés aussi. On ne peut pas frauder les examens et on s'en sort comme ça. Ce n'est pas normal non plus. Il faut que les gens, l'eau qui sort du mur, ça doit cesser au Cameroun. Nous avons besoin, quand j'étais dans des pays autres que le Cameroun, j'ai donné mes diplômes. Et on a examiné, on a dit, ça c'est de bons diplômes. Dans des pays développés, de très bons diplômes. Et on voudrait que le bac et autres soient de très bons diplômes. Que les Camerounais qui ont ça soient fiers d'avoir ça, d'avoir ces diplômes-là. Mais le problème c'est que on a chosifié nos diplômes. Avec l'eau qui sort du mur, ce n'est pas normal. Et je le dis en toute sincérité, parce que j'en serais l'une des victimes si ce n'était pas de bons diplômes. Parce qu'on a demandé au Cameroun quelles sont les matières qu'il a faites dans ce diplôme-là. Et lorsqu'on a vu que c'était les mêmes matières que dans les pays développés, on n'a plus rien dit. D'accord. Alors, devrait-on avoir cette indignation globale après l'interpellation de ces 5 présumés dans le cadre de cette fraude des examens, notamment au baccalauréat scientifique? 5 personnes ont été interpellées, dont 2 élèves, 2 étudiants et un enseignant. Ce que je voudrais dire, c'est que il faut que les gens arrêtent de faire la promotion de l'illégalité, des contre-valeurs, de l'immoralité. Monsieur Kevin Ngassa, c'est bien son nom, a triché, il a fraudé, c'est de la fraude. Le problème, ce n'est pas encore effectif. Bon, attendez. Bon, il n'a pas triché, on l'a arrêté pour rien. Ok. C'est parce que c'est le juge. Non, je comprends ce que je comprends ce que vous voulez dire. C'est pour dire que si on vous attrape en flagrant délit, vous avez tué quelqu'un, on n'a pas besoin d'attendre que le juge dise que vous avez tué pour dire que vous avez tué. C'est donc pour dire quoi? C'est pour dire que ce qu'on décrit, la situation qu'ils sont en train de décrire, ce n'est pas le fait qu'il n'est pas fraudé, c'est la prison. Moi, je dis on doit le condamner, mais pas à la prison. Pourquoi pas à la prison? Parce qu'il est jeune, il a 18 ans. Vous connaissez nos prisons avec tous les grands délinquants, les criminels, les bandits de tout genre.
On ne va pas prendre des jeunes qui pouvaient aider la nation camerounaise demain, aller les mettre aux côtés de ceux-là pour perdre des valeurs comme celles-là qui peuvent aider notre pays à se développer. Mais par contre, il doit être condamné pour qu'il apprenne que dans la société, il ne faut pas tricher. Et déjà, la loi sur la faute des examens stipule clairement qu'il sera sanctionné de 3 ans, si on respecte les textes, de 3 ans donc lui ne peut pas être candidat à l'examen. Moi je demande que l'autre condamnation qu'on peut lui donner, c'est les peines palliatives. On peut les condamner à 1 an ou 2 ans de travaux d'intérêt général. Il nettoie les rues, rend la ville belle, au lieu de les mettre en prison. Parce que pendant ces 3 années, ils auront le temps de comprendre leur erreur, d'apprendre, de mieux préparer leur bac et de réussir. Je rappelle que M. Kevin Gassam a obtenu son baccalauréat d'après les informations que nous avons reçues sur la question. Adresser les félicitations. Alors, s'il vous plaît, est-ce que finalement on est en train de promouvoir la fraude à travers cette vague d'indignation qu'on a observé? Les footballeurs, les chanteurs, les hommes politiques, bref, tout le monde estimait que Kevin Gassam et l'autre ne devaient pas aller en prison parce que leur âge, mais pourtant dans les mêmes prisons, on retrouve les enfants du même âge et même moins âgés qui sont incarcérés. Non, vous avez dit qu'il y a eu une mobilisation générale. Non, je ne dis pas, je constate qu'il y a eu une mobilisation. Okay. Voilà. Nous constatons ensemble qu'il y a eu une mobilisation générale. Ça veut dire que les gens ont pris frais et cause pour ces jeunes enfants. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'acte posé qui a choqué. Mais c'est la procédure qui choque en réalité. Pourquoi l'acte ne doit pas choquer, mais la procédure doit venir choquer? Je dis, ça choque pas? Non. Mais quand on va mettre en prison, ça choque? Non, je dis pas ça. Je dis la procédure appelée pour qu'on procède tout simplement. Du côté de Bangante, il a fait 2 semaines dans les services de la mairie et puis a été conduit à Yaoundé où il a été écroué sur décision du juge d'instruction. Oui, nous disons, ce juge, on ne peut pas, la justice n'est pas là uniquement pour incarcérer. Ce n'est pas le rôle de justice. La justice est là pour réparer. C'est-à-dire que nous avons des juges qui sont dépassés. Vous prenez un enfant en plein examen, vous le lancez en prison. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, ce n'est non plus même légal. D'accord. Malgré l'appel, doit-on ne pas envisager ou alors penser que la procédure a été dure, mais que l'acte conduisant à la procédure est banal? Permettez-moi de m'exprimer ainsi. Moi, je suis d'accord que Kevin ait fait ce séjour en prison. Mais les Kevin, il y en a dans toutes nos maisons. Attendez, laissez-moi d'abord continuer. C'est parce que c'est votre fils que vous l'encouragez à tricher. S'il vous plaît. Donc, je suis en train de dire que les Kevin, il y en a dans toutes nos maisons. Et il y en a dans toutes nos maisons. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, les parents, nous sommes complices des tas de choses. La moralité ou les valeurs hautes ont vraiment disparu. Et j'espère qu'avec les régions, la collaboration entre le commandement traditionnel et les conseillers va permettre de réveiller un peu et de mettre au goût du jour tout ce qui caractérisait chez nous, dans nos différentes traditions, l'homme tel qu'il devrait être. Parce qu'aujourd'hui, tout est banalisé. Le Kevin, même, c'est seulement la prison qui va le choquer, mais autrement, son geste, pour lui, c'est un geste banal. Parce que tous ses copains auraient fait la même chose sans sourciller. Donc, si on doit regretter quelque chose, c'est simplement le fait que nous n'ayons pas de centre de redressement pour jeunes délinquants et qu'il se soit retrouvé dans un environnement qui n'est pas fait pour lui. Mais il était important qu'on lui fasse comprendre, peut-être même à lui, plus qu'aux organisateurs, parce que les organisateurs, là, eux, ils sont déjà pourris. Il n'y a même plus rien à faire avec eux. Mais Kevin a sa vie devant lui et il fallait que la nation, le pays, lui rappelle qu'il a fauté. Il paye pour tous ses copains qui sont derrière lui. Il a été, j'allais dire, comment on appelle ça? Le cobaye. Non, pas le cobaye, mais il a servi... La victime expiatoire. Voilà, bon, maintenant je lui souhaite que cette expérience vécue ne le traumatise pas. C'est une étape dans sa longue vie qu'il va avoir,
mais je souhaite surtout que cette décision qui a été prise, même si elle était dure, ait changé quelque chose en lui et qu'il comprenne que c'est parce qu'on veut qu'il devienne le porte-flambeau du Cameroun qu'il a subi cette épreuve un peu difficile pour un enfant. Avec cette affaire aujourd'hui, doit-on remettre en cause tout le système éducatif de notre pays? Non, le système éducatif de notre pays est formidable. Ah bon? Oui. Je le dis parce que j'ai eu la chance d'être le directeur de l'Institut universitaire La Vision. Université. Et le programme qui a été fait, parce que on fait sortir les gens de la santé. Le ministre de la Santé vient de nous donner. Donc, le programme qui a été fait, j'ai vu un professeur d'université de Corée qui a regardé ce programme. Et il a dit, qui a fait ce programme? Parce que c'est le programme que moi j'ai après, quand je dois me spécialiser. Et je lui ai dit simplement, nous, les gens sont déjà en phase de spécialisation. Ça veut dire donc qu'on a de très bons programmes, mais le problème qui se pose, c'est que nous-mêmes, on ne tient pas compte que c'est des grands programmes et on laisse les enfants faire n'importe quoi. Donc, il faut arrêter les enfants, il faut arrêter que les enfants continuent à faire du n'importe quoi, comme elle a dit. Alors pour vous, ça ne peut pas être d'accord avec le fait de ce système éducatif qui est acceptable, qui soit aux normes, qui permet de valoriser des hommes, qui permet également de donner au Cameroun des hommes de valeur, si je peux m'exprimer ainsi. Ce que je veux dire, c'est que le système éducatif camerounais est à revoir. À revoir parce que, premièrement, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'améliorations, il faut le reconnaître. Il faut être... Pour ne pas reconnaître qu'il y a une amélioration, il y a les génies industriels qui ont été créés, il y a des écoles polytechniques qui ont été créées, il y a les facultés de médecine, ce qui n'existait pas avant. Et c'est une telle que normalement, même si nous en demandons encore beaucoup plus, parce que nous en avons besoin. Là, une petite différence qu'il y a avec notre système éducatif, c'est comme celle-là, les fraudes électorales. Parce que vous savez, on est c'est normal quand les DPC vous les élections passent, bon, je dis les fraudes aux examens, parce que au-delà de l'examen, vous avez même dans les établissements des élèves qui ont des liens, peu importe le type de lien, je ne vais pas le définir ici, avec des enseignants qui leur donnent des épreuves de composition de leur examen avant la composition. C'est pour dire quoi? C'est ce processus-là qui continue même à l'examen. Vous avez ces écoles où les élèves fréquentent, où on leur dit la veille que voilà l'épreuve qui est justement ce qu'on appelle CETO. Donc ce sont toutes ces choses qu'il faut revoir. Vous avez l'environnement dans lequel les enfants évoluent, les sureffectifs dans les salles de classe. Moi j'ai fait plusieurs établissements scolaires et je peux vous dire que le seul que j'ai vu qui répondait aux normes est juste ici à côté, c'est cette technique de la Koumassi. Mais ailleurs vous n'avez pas la chance d'avoir un effectif de 40-35 élèves comme nous on y était là-bas. Le sous-effectif, pourquoi? Parce qu'il faut construire beaucoup d'établissements encore pour permettre aux enfants de fréquenter les bonnes conditions et surtout aux enseignants de pouvoir maîtriser leurs élèves, pouvoir bien les encadrer. Ce sont toutes ces choses dans notre système éducatif qu'il faut améliorer et il y en a encore beaucoup d'autres, mais je ne vais pas tout énumérer ici parce que je pourrais confisquer la parole tout seul. Il ne faut pas confisquer la parole, non. Il faut la partager. On a à l'ère du partage, on a à l'ère de la solidarité. Et c'est pour ça que vous voyez que les régions sont importantes. Parce que justement, je vais vous le dire, les mairies n'ont pas les moyens de construire les écoles, mais les régions peuvent avoir les moyens de construire les écoles. Donc, dire à ceux qui ne comprennent pas que les régions sont importantes. Le système éducatif pour que ces querelles, ces problèmes qu'on a enregistrés avec les examens officiels ne soient plus légion, qu'on les réduise à leur portion congrue, peut-être même qu'on n'en ait plus du tout dans notre système, parce qu'il faut rappeler que la fraude des examens n'est pas l'apanage du Cameroun seul. Oui, c'est un problème d'ordre moral, en réalité. C'est un problème d'ordre moral et ça témoigne à suffisance le fort degré de déliquescence et de décrépitude de la moralité
Non seulement, je ne veux pas particulariser le corps enseignant, qui en réalité ici n'est même pas le corps qui est responsable, c'est juste une début galeuse dans le corps qui est responsable des choses comme ça. Mais comment penser qu'un enseignant, celui qui est responsable de l'éducation, de la formation des jeunes, est le même qui peut créer des facilités qui vont en contresens de sa formation? Parce que distiller des épreuves aux enfants, c'est en réalité le moyen le plus sûr de perdre les enfants. Souvent, le plus sûr de perdre les enfants. Donc, je pense que c'est un problème d'ordre beaucoup plus moral. Et il faut inciter sur la formation morale, le type d'homme dont on met aux responsabilités. Et là encore, vous voyez qu'on a un regard. C'est le régime en place. Ce sont eux qui choisissent ces hommes qui gèrent. Et nous ne pouvons pas arriver à ça. Et je suis toujours gêné. Quand on focalise sur Kevin, alors qu'il y a eu une conception de l'épreuve. Après la conception, il y a eu la validation. Après la validation, il y a eu la reprographie, la reproduction. Il y a eu le ventilation sur les chefs centres. Kevin était à quel niveau dans ce système-là? Alors, les pères nous disent que ceux qui sont en amont, donc ceux qui sont à la reprographie, ne participant pas directement à l'examen, ne peuvent pas être considérés comme des fraudeurs. Par contre, Kevin et autres qui ont eu droit à l'épreuve, eux, avaient accès à l'examen, donc participer à l'examen dans la salle de classe. C'est à partir du moment qu'on parle de la fraude, tel que prescrit par le code pénal camerounais qui condamne la fraude parce que on a participé pleinement à l'obtention d'un diplôme ou à autre chose. Bref, c'est clairement défini par le texte. Et c'est ce que les spécialistes du droit nous disent. Les acteurs de la reprographie sont condamnables parce qu'ils ont contribué à la fraude. Mais maintenant, ceux qui sont effectivement des fraudeurs sur le plan légal, ce sont les élèves qui, eux, ont eu droit à l'épreuve. Et parce qu'ils vont à l'examen, ils sont des fraudeurs. D'où le sujet de la moralisation. D'accord. Alors, comment on fait pour sortir de cette problématique? Premièrement, je voulais rassurer les personnes qui ne sont pas convaincues que notre système est... Pour les dire que n'est pas voilà, à l'Assemblée nationale, je faisais partie de la commission jeunesse, éducation et formation professionnelle. Et dans le cadre de mes missions, j'ai eu à travailler avec l'UNESCO. Et je peux vous dire que dans le classement, nous n'avons pas à rougir. Maintenant, cela ne veut pas dire, ça dépend de la... C'est Marie qui va du classement. C'est le classement. Je n'ai peut-être plus le rang exact, mais je peux vous assurer quel est mon intérêt pour venir vous mentir sur... Non, c'est pas la même chose. Et donc, là où nous avions des problèmes, nous avons des problèmes certainement sur le plan des infrastructures. Mais ça ne veut pas dire que les curricula ne sont pas valables. Nous avons des problèmes sur le comportement moral de certains enseignants qui sont les victimes de ce qu'on a appelé le PASS. Le PASS. Le PASS a fait beaucoup de mal. Programme d'ajustement structurel. Oui, parce que les personnes se sont retrouvées dans des situations extrêmement difficiles, extrêmement pénibles, qui les ont amenées à accepter l'inacceptable. Donc, pour moi, je pense qu'on peut trouver cette excuse-là. Maintenant, nous sommes dans l'optique de la régionalisation. Je pense qu'effectivement, tous les systèmes vont connaître une amélioration et une valorisation. Concernant maintenant la morale, écoutez, il faudra travailler là-dessus, et fortement. Vous avez regardé les chaînes de télévision que nous avons dans ce pays. Vous avez regardé les programmes divertissement qu'il y a dans ces chaînes de télévision où tous les artistes en chantant estiment que pour que la chanson soit belle, il faut que les femmes se déshabillent. Pour que la chanson soit belle, il faut qu'on remue le popotin. Pour que la chanson... Quand vous regardez les Occidentaux... C'est la proposition qu'on fait. Les propositions que je fais, c'est que la moralisation va passer par tous les secteurs et doit passer par tous les secteurs.
c'est pas parce que là, c'est l'éducation qui est concernée, mais c'est parce que finalement, on vend du rêve aux gens. Des chanteurs qui, hier, étaient nos enfants ici au quartier, ils prennent un billet d'avion, ils vont chanter, ils sont dans des hôtels de luxe, ils montrent aux jeunes. En fait, le message qu'ils passent, c'est que c'est possible, en très peu de temps, d'être dans des châteaux. Oui, non, monsieur, les détourneurs de avoir fonds le qui achètent château, les grosses voitures. on doit travailler. Il faut aussi On pas les doit... détourneurs de fonds qui montrent aux jeunes. Le mauvais exemple. Mais ceux-là, ils sont énormément combattus par le président de la République. Et je pense que là où on doit mettre l'accent, c'est la reddition, comme il disait, rendre compte. Dans le combat qui est celui de la corruption, il faut que nous tous nous apprenions à rendre compte. Et même toi, tu ne rends pas compte. Je rends compte, je n'ai pas de mandat, je vais rendre compte, je n'ai pas de mandat. Je n'ai pas de mandat. Tu n'as pas de tontine. Je n'ai pas de mandat. Au quartier, tu prends l'argent, tu ne dis pas à Merci d'être venu sur Tous Azimuts. Maurice Doualabel, honorable du RDPC, merci à vous. Docteur Eyok, merci encore d'être venu sur ce plateau. On espère que vous avez apporté le meilleur de nous-mêmes dans le cadre de ce programme ce samedi après-midi. Nous voulons surtout dire merci à tous ceux qui nous ont regardés en direct et en live sur la page Facebook LTN TV officielle. Nous avons également certaines réactions qui nous disent, par exemple, M. Gustave Morin qui nous dit qu'il ne faut pas chercher à dédramatiser la fraude aux examens, ce qui est un fait, est que ces enfants ont fraudé. De ce fait, ils méritent une sanction exemplaire, non seulement eux, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont participé à cette fraude-là. Donc ce réseau doit non seulement être démantelé, même s'il s'agit d'enseignants ou de responsables, toutes les ramifications à tous les niveaux, même au niveau de l'administration centrale, notamment l'éducation des enseignements secondaires, de la direction des examens et concours, tout le monde devrait être sanctionné. C'est l'avis de M. Christian Moyen, tout comme Madame Lumière Rennes, elle nous dit où est la morale, la dépravation des mœurs a atteint le superlatif. La vie est facile, c'est ce que nous dit cet là. Donc, de notre point de vue, M. Koumaré revient, tout comme M. Jean-Xavier Barga, disent que tout le monde doit désormais rendre compte, même le président de la République n'est pas épargné par cette affaire de reddition, donc de rendre compte. C'était donc votre programme de ce samedi, Tous Azimuts sur la télévision du monde. Merci surtout d'avoir été des nôtres. Prenons rendez-vous, s'il plaît à Dieu, samedi prochain, 15h précisément, de nouvelles thématiques, mais également de nouveaux invités dans le cadre de cet échange interactif. Merci de nous avoir accompagnés. Bon samedi et à samedi prochain. Au revoir.